Ce qui m'a aligné cette année, c'est ma femme et pas mon boulot. Je pense que tu vas plus vite en prenant 5 mauvaises décisions vite qu'en mettant beaucoup de temps à prendre une bonne décision. Quand tu remontes une boîte, il faut toujours te virer de ton ancien taf. C'est compliqué, je trouve, parce que t'as tes mauvaises habitudes d'avant. Et c'est une nouvelle boîte, c'est une nouvelle audience, c'est une nouvelle offre. Tu vois, il y a plein de gens qui disent faut pas avoir d'amitié par intérêt. Ben, je suis pas d'accord du tout. L'amitié par définition, c'est de l'intérêt. C'est parce que je te porte de l'intérêt. Et j'espère que t'as de l'intérêt à être ami avec moi. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'on sait pourquoi on est amis. J'ai commencé l'entrepreneuriat en me disant ok, moi je suis le Elon Musk français. Donc déjà, il faut une sacrée boulard, ouais. Mais de malade. Genre pour se dire ça au début, tu vois. Des fois, t'as des clients qui signent en ne comprenant pas à 100% la valeur que tu as ou que tu peux apporter. C'est un vrai problème. C'est la seule boîte où j'ai fait une dépression. Je sais pas si vraiment dépression c'est peut-être un peu fort, mais j'ai vraiment pas été bien pendant plus de 6 mois et ça a été dur de fou parce que j'avais mis beaucoup d'espoir, tu vois, dans différents trucs. Je suis sorti avec un emprunt en perso et ça m'a mis la niaque. Je pense que c'est plus difficile de bien éduquer un enfant que de créer une boîte à 100 000. Bah, bienvenue Kylian dans Authentique, trop content de t'avoir ici sur cette émission. On va bien s'éclater je pense. Comment tu vas ? Bah, écoute, très bien. Et toi, merci de me recevoir. Très bien. On va direct attaquer avec un petit concept que j'aime beaucoup, c'est je vais te poser plein de questions d'affilée et tu réponds rapidement sans réfléchir. Ok. Nom, prénom. Kylian Palermo. Âge. 30 ans. Chiffre d'affaires du mois dernier. 167. Euros ? Ouais. 167 000. 167 000, pardon. Ah, pardon. Ouais. C'est quoi le pire ? Changer des couches ou un client pas content ? Un client pas content. Pour moi. Ton pire investissement ? Waouh. Purée difficile. Bah, ma voiture. C'est quoi comme voiture ? Une Tesla. C'est pas forcément juste, c'est pas un investissement smart. Ok. Tu vas perdre de la valeur trop vite, etc. C'est un mauvais investissement. Ta zone de génie ? La stratégie. Problem solver, je pense. Nombre de contrôles fiscaux ? 6. La première chose que tu fais en te levant ? Lire. Ton premier projet business ? Waouh. Je dois le détailler ou rapide ? Non, rapide. Ok. Mon premier projet business, je sais même pas comment le détailler maintenant. Une boîte pour rendre la parole plus libre. On crée des bulles, concrètement, on crée des bulles dans des espaces publics pour créer des débats. Visionnaire, parce qu'il y a ça maintenant sur TikTok. Et tout. Il y a plus ça maintenant sur TikTok, effectivement. Mais nous, l'idée, c'était de le rendre très physique, justement. Okay. Tu vois. La passion qui te sort de ton quotidien d'entrepreneur ? Le surf. L'outil que tu as découvert dernièrement que tu recommandes ? Akiflow. Outil ouais. info. Ouais, Akiflow. C'est un outil qui te permet de connecter ton planning et ta to-do en même temps et qui, en gros, te met des slots automatiquement. Je surkiffe. Ok, je suis hyper pratique. Excellent. L'entrepreneur français le plus surcoté ? L'entrepreneur français le plus surcoté, j'en ai plusieurs en tête, mais Anthony Bourbon, je pense. Ok. Et l'entrepreneur français le plus sous-coté ? Ouais, Guillaume Moubèche. Trop bien. Bah, on brise bien la glace avec ce petit concept, j'aime bien. On met les pieds dans le plat. Ouais, je voulais direct attaquer parce que tu parles sur ton bilan 2024, je cite « Jamais je n'avais senti une telle transformation, jamais je ne m'étais senti aussi aligné ». Ouais. Je sens qu'il y a énormément à dire derrière cette phrase. C'était quoi un peu ton ressenti quand tu as écrit ça ? En fait, 2024, ça a été assez game changer pour moi sur beaucoup d'aspects, pro, perso. J'ai été papa dans le perso et j'ai été aussi papa dans le pro, j'ai senti, parce que ma boîte, si tu veux, la boîte actuelle, donc Hypergrowth que j'ai maintenant, c'est vraiment j'ai envie de dire, alors pas le boss final, mais le projet final, j'ai l'impression pour moi. En tout cas, de mes 10 ans d'entrepreneuriat, c'est la première fois que je capitalise, tu vois, vraiment sur 10 ans pour créer un truc. Et en fait, 2024 a été une année vraiment game changer parce que j'ai appris beaucoup de choses, je me suis connecté, d'où l'organisation des cafés croissance en parallèle. J'ai vraiment créé un business qui m'a aligné. Et en même temps, tu sais, quand tu sens une année que tu t'alignes dans le perso, c'est-à-dire que tu t'alignes dans ton couple, en même temps, t'accueilles un enfant qui t'aligne encore plus dans ta vie personnelle. Puis en parallèle, ta carrière déclenche où tu as le sentiment quand même de passer une step aussi, tu vois, d'accomplissement dans ta carrière. Ça fait que 2024 a été une année hyper game changeuse pour moi, que j'ai pas du tout senti passer. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir et quand j'ai fait mon bilan, quand je me suis dit ok, il se passait quoi en 2024, si tu veux, j'arrivais même pas à trouver un moment où j'ai pas été dans le kiff total. Donc et ça c'est très cool, tu vois, ça veut dire que j'ai réussi sans vraiment chercher à le faire, on va dire, à avoir beaucoup de moments de kiff. Je me suis connecté avec plein de gens, dont toi d'ailleurs, on s'est connecté, tu vois, finalement beaucoup en 2024. Je me suis vachement plus ouvert, alors qu'avant j'étais plus ermite, même dans le monde pro. Et dans le perso, je pense que j'ai mieux redirigé mon énergie, on va dire aussi. Donc voilà. J'ai plusieurs questions qui me viennent par rapport à ça. La première, c'est quoi l'alignement pour toi ? Qu'est-ce que ça signifie ? En vrai, c'est une très bonne question. Je pense que, en fait, avoir des actions ou être dans un état d'esprit, plutôt, qui n'a pas de friction, tu vois, où tu te lèves le matin, ou quand tu te lèves le matin et quand tu te couches le soir, t'es dans un état
de bien-être, mais pas parce qu'il n'y a pas de friction. Ça veut pas dire que tu n'as pas eu des mauvaises nouvelles dans ta journée ou qu'il n'y a pas eu des... Mais tu vois, tu es aligné. Moi, quand je me lève le matin, je me réveille à côté de quelqu'un que j'aime, ça me va. Bah, ma fille, c'est ma fille, donc je l'aime forcément. Mais je fais un taf que j'aime, mon équipe, tu vois, je bosse avec des gens que j'aime, que j'ai choisi vraiment. Et pareil, cette boîte-là, j'ai une beaucoup plus petite équipe que tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Donc, c'est pareil, tu vois, j'ai vraiment choisi de bosser avec ces gens-là. Je suis pas du tout dans une logique de je vais faire 200 millions, j'ai envie d'avoir 200 employés. Donc, c'est une approche totalement différente et j'ai l'impression d'être jamais dans la friction, d'être très aligné avec toutes mes décisions et d'essayer d'avoir des décisions justement où je me sens à l'aise. C'est ça, en fait. C'est plus l'alignement, c'est être à l'aise avec la finalité, qu'elle soit négative ou positive, être à l'aise dans le positif comme dans le négatif. Et comment ça se fait que c'est que en 2024 que tu as ressenti ce sentiment? Waouh. Franchement, j'aimerais trop avoir une réponse à ça, mais je pense que c'est la vie, tu vois. Il y a des gens où ça vient beaucoup plus tôt. Je pense qu'il y a des gens où ça vient beaucoup plus tard. Je pense que c'est une question de maturité, en vrai aussi, d'expérience que tu vis. Et puis, c'est marrant parce que j'en parlais ce matin, justement, en venant sur Paris. Il y a un côté aussi où le perso joue énormément sur le reste, en vrai. D'accord. Et je pense que les gens sous-estiment beaucoup. Ce qui m'a aligné cette année, c'est ma femme, en vrai, tu vois, les années précédentes, et pas mon boulot. Tu vois. Okay. C'est juste que je pense que quand tu te sens bien dans ta vie, j'ai pas besoin de ma femme pour me sentir bien. Enfin, aujourd'hui, bien sûr que oui, mais à l'origine, si tu veux, il y a eu cette phase où je pense que 2022 et 2023 ont été des années d'alignement personnel, ce qui fait que 2022 a été une année d'alignement personnel, 2023 a été un alignement en couple, et 2024 a été une année d'alignement tout court, au final. Mais ce qui m'a vraiment aligné, c'est pour ça que je dis que c'est ma femme, c'est parce que ça te permet aussi de voir les choses avec beaucoup plus de recul. Quand tu mets ça, moi je mets aujourd'hui ma famille en priorité, et ma carrière n'a jamais été aussi longue, tu vois, en parallèle. C'est ce qui est assez marrant, tu vois, et je le sens dans la qualité des relations. C'est pas du tout le plus gros chiffre que j'ai fait aujourd'hui, mais je le vois dans la vitesse avec laquelle on opère aujourd'hui. Je le vois dans les projets qu'on va chercher, dans les gens qu'on fréquente, tu vois, dans les gens que j'attire avec les cafés croissance. Je sens même que mes idées, elles ont plus de levier, tu vois aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que je me sens aligné. C'est pour ça que globalement, je dis que c'est une année d'alignement, parce que c'est une année où j'ai fait plein d'erreurs, c'est certain, et j'ai pris plein de mauvaises décisions, mais c'est fine. Incroyable. Et je pense que du coup, là, moi, le premier, je me pose la question, mais comment trouver mon alignement, tu vois? Ouais. Comment détecter si, ok, aujourd'hui, je suis dans un business, dans ma vie perso, je suis aligné avec quoi, en fait? Déjà, aligné avec moi, mes valeurs. Est-ce que tu aurais peut-être je sais pas, pas une roadmap, mais des étapes à suivre pour valider ou non qu'on est sur la bonne voie? Et si oui, sinon, quelle décision prendre? Je pense l'étape 1, et je pense que c'est la plus dure, c'est le lâcher prise. Et c'est pour ça que je te dis que moi, c'est ma femme qui m'a apporté ça, parce que moi, j'ai une femme entrepreneur, mais dans le médical, donc rien à voir avec tout ce qu'on peut avoir, et qui m'a un peu sorti de mon monde ou de mes préjugés, tu vois, d'un certain monde, et donc en tout cas sur le côté professionnel, et en même temps aussi sur le côté personnel. Et donc le lâcher prise, en fait, je pense que c'est un peu une step one, parce que ça te permet de te dire, si tu veux, dans ta prise de décision, il n'y a plus le côté et si je prends une mauvaise décision. C'est je prends une décision, et si je prends une mauvaise décision, faudra gérer, tu vois. Donc ça, je pense que ça t'aligne plus. Enfin, c'est un début d'alignement, parce que il n'y a pas de problème. Tu prends pas la décision pour une finalité concrète, tu prends la décision avec un objectif clair, mais où tu sais qu'il peut y avoir des étapes qui vont être soit négatives, soit positives. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas le même enjeu. T'es pas en train de chercher absolument à prendre la bonne décision, t'es juste en train de chercher à prendre une décision qui amènera au final le plus possible vers quelque chose de concret. Est-ce que ça biaise pas ton pourcentage de chance de succès, justement, parce que tu te mets pas de pression dans ta décision? Je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux prendre 5 mauvaises décisions je pense que tu vas plus vite en prenant 5 mauvaises décisions vite qu'en mettant beaucoup de temps à prendre une bonne décision. Ok. En vrai. Et en tout cas, moi. Je parle pour moi, tu vois. Mais je pense que c'est aussi une question de personnalité. Et effectivement, il faut trouver ton rythme, il faut trouver ta technique, la technique de chacun. Tu vois. Mais moi, je suis du genre un peu overthinker à l'origine. Donc en fait, si tu me mets un sujet, ou si je me mets la pression pour prendre une décision, laisse tomber. Ouais. En fait, ça me tue. Tu vois, rien qu'hier soir, j'étais bloqué sur un truc. On est en train de refaire tout notre espace client, en gros. Et j'ai bloqué sur un truc, tech.
Et tu vois, j'ai bloqué. En fait, au début, je bloque sur le truc, ça me prend 5 minutes et je réfléchis et ça me perturbe tellement que pendant 1 heure, j'arrive pas à. Tu vois. Ok. Et moi, pour passer dans cette phase lâcher prise, en général, je médite. Je Ok. m'oblige à méditer ou à lire. C'est pour ça que je te dis d'ailleurs que je commence mes journées par lire parce que généralement, la nuit, c'est pas toujours hyper plaisant pour moi, surtout quand je suis dans des phases dans des phases de croissance où j'ai des gros clients, où j'ai de la pression, on va dire, dans le taf. La nuit, ça revient. Même si je suis très chill dans ma soirée, etc. Ce que je me force à faire aussi. Tu sais, avoir des slots, en gros, de tranquillité. Mhm. Encore une fois, c'est encore pour ça que je dis que c'est ma femme qui m'apporte ça, parce que je m'oblige à passer du temps avec elle et avec notre fille. Donc, du coup, ça me sort, en gros, de mon quotidien. Et donc, la nuit, souvent, les nuits sont agitées pour moi et je me réveille stressé. Donc, du coup, Ok. je me lève et je lis. Tu vois, ou je me lève et je médite parce que ça me détend et que, du coup, je lâche prise et ma journée peut se passer, tu vois. Mhm. Donc, pour revenir au sujet de base sur comment concrètement trouver son alignement, c'est trouver qu'est-ce qui va te calmer Ouais. et qu'est-ce qui va te permettre de prendre des décisions sans regretter la décision et se dire, OK, c'est fine, peu importe ce qui se passe. Exactement. Mais je pense qu'il faut avoir envie de prendre une décision et de te dire, peu importe que ce soit positif ou négatif, tu vois, c'est pas grave. Ce sera fine, tu vois. De toute façon, la question, c'est une fois que j'ai la réponse, c'est quoi la prochaine décision que je vais prendre pour que ça aille dans mon sens, tu vois, en gros. Mhm. C'est plus ça. Parce que, en fait, te planter, ça t'arrive tout le temps. Justement, tu parles de planter. Ouais. Tu as dit que tu as fait beaucoup d'erreurs en 2024. Est-ce que tu aurais des erreurs concrètes, justement, dans cette prise de décision rapide que tu as pris et quelles leçons t'en as tirées pour peut-être, justement, aider personnes qui pourraient avoir ces mêmes questionnements actuellement? Des erreurs de 2024 ou des erreurs globalement, vraiment des erreurs de cette année? On peut parler de 2024, mais si tu as des exemples plus concrets, plus global, on peut parler aussi de Ouais, plus global. disons que cette année, comme je te disais au début, cette année, j'ai capitalisé sur sur de l'expérience passée. Donc, j'ai fait des erreurs, je pense, moins pseudo graves. J'ai quand même fait plein de petites erreurs. En fait, je trouve que quand tu remontes une boîte, il faut toujours te virer de ton ancien taf. Tu vois, quand tu recommences une Ok. boîte à zéro, c'est compliqué, je trouve, parce que tu as tes mauvaises habitudes d'avant, tu vois, Ouais. aussi. Et c'est une nouvelle boîte, c'est une nouvelle audience, c'est une nouvelle offre. Donc, tu dois pas repartir de zéro. Et ça, typiquement, tu vois, j'ai monté presque 15 projets en tout, tu vois, en 10 ans. Et pourtant, j'ai essayé, je crois que tu vois, notre offre actuelle, c'est peut-être j'ai pas envie de dire de bêtises, mais au moins la 9e, je crois, qu'on teste cette année. Sur cette boîte? Ouais. Ok. On a testé presque 9 offres. Donc en vrai, j'ai fait 9 pseudo-erreurs, tu vois, pour arriver à mon offre finale. Là-dedans, j'ai fait des dizaines de milliers de choses. J'ai onboardé, en fait, le modèle que j'ai appliqué là, sur cette boîte, c'est d'avoir un modèle délocalisé, en gros. Donc on a que des gens autour de nous, mais l'idée, c'est de prendre justement des experts les plus quali possibles pour aller chercher les clients forcément les plus quali possibles. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de créer en fait un écosystème vertueux de valeur. Donc, moi, j'essaie d'être le plus quali possible, d'avoir des clients les plus quali possibles. Donc, on choisit beaucoup nos clients. Mais en parallèle, vu que je fais de la croissance et qu'on doit intervenir sur des aspects très critiques de boîte, l'idée, c'est d'avoir des experts qui sont la crème de leur domaine. Ça, typiquement, j'ai fait des erreurs de casting aussi, parce que tu as la valeur perçue et la valeur réelle aussi des gens. J'ai fait des erreurs sur justement sur les valeurs, pour rebondir un peu là-dessus aussi. Tu vois, les valeurs de ta boîte, c'est hyper important. Et moi, j'ai toujours fait des erreurs de recrutement de toute façon. Honnêtement, dans tous mes projets, j'ai fait des grosses conneries sur le recrutement parce que l'humain, c'est toujours le plus dur à gérer, je trouve. Donc, lié à l'humain, tu vois, j'ai fait des dizaines de milliers de choses. Voilà. Je sais même pas, j'en ai fait plein en fait, tu vois, Qu'est-ce que j'ai fait vraiment tout dernièrement? Je me suis dit, ouais, bah si, on a essayé. Tu vois, en fait, moi, je suis un peu. Parfois, d'ailleurs, c'est un peu un défaut. Mais parfois, j'ai un peu ce truc de. Je tilte quelque chose, tu vois, sur des nouveaux projets. Par exemple, je me dis, puis on a passé dans l'espace client, ça va pas, etc. Donc, je me matrix. Et en fait, ça, tu vois, typiquement, c'est de la prise de décision super rapide. Il faut que je le mette. Donc, en fait, je le mets. En fait, j'ai un client qui me demande quelque chose. Je constate qu'on ne l'a pas et que en fait ce serait utile pour tous les clients sans le tester, sachant que c'est mon taf de tester, hein, okay. Tu vois, donc sans le tester et j'onboard tout le monde dessus, enfin tu vois, et ça typiquement grosse connerie parce que quand tu mets un outil, t'as plein de changements structurels dedans, de concepts, les gens ils sont pas forcément à l'aise avec cet outil, t'as des clients tu bosses avec eux depuis 6 mois, d'un coup tu leur sors un Slack avec tout un process d'onboarding sur Slack, exemple, tu vois, ça c'est des conneries aussi parce que ça dégrade un peu ton expérience client
à court terme parfois. Et j'ai perdu un client, tu vois, par exemple, comme ça. C'est le seul client qu'on a perdu cette année. Ok. C'était sur... Bon, ça va, il y a que 15 jours pour l'instant dans l'année. Ouais, c'était l'année dernière. Du coup, donc ça va, je triche un peu. Mais c'est le seul client que j'ai perdu, tu vois, en 2024, du coup. Et je l'ai perdu parce que, en fait, après, ils ont subi, tu vois, plusieurs changements d'offres, déjà. Et donc, plusieurs changements aussi sous ton offre. Tu as toujours l'outillage, tout le concept qui va derrière. Et en fait, on bougeait trop, tu vois, pour eux. Et c'est une erreur. En même temps, on en avait besoin pour arriver là où on est. Donc, c'est pas vraiment une erreur. Mais globalement, c'est plus une erreur de prise de décision parce que j'aurais très bien pu le laisser de côté et tu vois, le préserver et en fait faire un seul onboarding à la fin une fois que j'étais sûr de mon truc. Et moi, j'ai tendance à vouloir tout changer pour tout le monde, tu vois, tout améliorer en continu. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. J'ai lu un truc tout à l'heure, si tu me laisses 2 secondes, je te le lis parce que j'ai lu un truc tout à l'heure qui m'a tué, que j'ai pris en photo et qui parle bien de ça en fait. C'était l'échec est une réussite qui se voile la face et inversement. Et je trouve ça ouf, tu vois. Ça veut dire que chaque erreur est une réussite qui se voile la face et chaque réussite est une erreur qui se voile la face. Je trouve ça bien pour résumer un peu ce que je dis. C'est philosophique. Ouais, de ouf. De ouf. Est-ce que tu vas te l'approprier ou pas? Ouais, tu rigoles, mais je me suis dit, purée, ça, je vais le noter sur tous les t-shirts Hypergross. Le branding. Ouais. Quand on est chez Hypergross, on a un bon mindset. Exactement. Ok. Donc, effectivement, énormément d'erreurs, mais c'est ce qui te fait finalement grandir, sans rentrer dans les dictons un peu mindset, mais c'est la base. Hein. C'est ça qui te fait tester et qui te fait évoluer. Et tu parlais de recrutement, même si je voulais en parler après, mais on peut directement enchaîner là-dessus. C'est effectivement, tu as recruté énormément de profils du coup sur tes 15 projets, j'imagine. Ouais. Tu fais encore des erreurs, mais comment on peut éviter le plus possible de faire des erreurs dans l'humain, dans le recrutement? Ouais. Est-ce que tu as peut-être des process ou des méthodes à nous partager pour pas se faire berner justement dans les entretiens? Moi aussi, je me suis déjà fait berner et avoir. Et le problème, c'est que tu perds du temps, de l'argent sur ces profils-là. Est-ce que ton expérience peut nous aider? J'ai un avis qui, je pense, est controversé. Dans le sens où je pense qu'il faut avoir une posture un peu hybride. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 étapes. La première, c'est en continu. En fait, ça dépend quand tu recrutes, pourquoi tu recrutes. Et quand je dis quand, c'est à quel moment de ta boîte et du coup, pour faire quoi? Tu vois, genre, dans quel objectif? Quand tu recrutes au tout début de ta boîte et quand tu recrutes pour passer de 2 à 20 millions, tu cherches pas la même chose en général, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même profil. Et je pense qu'en fait, il faut bannir en fait toutes ces réflexions et juste se dire c'est quoi la vision et la revoir de manière hyper régulière. Même si en fait, il faut bannir le sujet de quand est-ce que je recrute, mais il faut se dire c'est quoi mon objectif final. En gros, dès le début, moi la vision c'est plus de me dire recrute sur ta vision finale. Si toi tu te dis j'ai envie de créer je sais pas, la plus grosse agence de personal branding du monde, tu vois. Du coup, ça veut dire que tu t'attends, tu vois, t'es à la conquête du monde. Donc, dès le début, tu dois recruter des gens, tu vois, qui vont pouvoir répondre à cette problématique-là, pour moi. Donc, il y a un peu une question de vision, il y a une question de c'est quoi les valeurs fondamentales que tu places derrière. En fait, en vrai, quand tu commences un projet, tu le sais pas, tu vois, au fond. Et après, avec l'expérience, au fur et à mesure, tu sais ce qui est le plus important. Mais du coup, aujourd'hui, il y a un truc que tu peux pas enlever, c'est l'expérience. Et après, je pense que le point le plus important, c'est qu'il faut, dans le concret, du coup, il faut avoir la bonne vision, connaître bien les valeurs que tu cherches chez quelqu'un, bien les compétences aussi que tu cherches. C'est-à-dire que je pense que c'est très difficile de recruter quelqu'un dont tu connais pas le métier. C'est beaucoup plus simple de recruter quelqu'un une fois que tu t'as un peu digué son métier. Donc, je pense que si c'est toi qui recrutes ou si il y a quelqu'un qui recrute pour toi, il faut que cette personne, elle digue à fond, tu vois, ce qui est recherché, etc., pour essayer de savoir concrètement quel est le meilleur profil. Et c'est pour ça que souvent, les duos de recrutement, c'est pas mal. Une fois que tu as une boîte qui grossit et que tu as des RH, c'est bien que le fondateur ou un des fondateurs ou le CEO soit quand même dans le process. Enfin, c'est même pas que c'est bien, c'est indispensable. Tu peux passer un certain nombre d'étapes sans, mais la validation finale, il faut qu'elle se fasse là parce que je pense qu'il faut que la personne, elle corresponde vraiment à tes valeurs à toi en tant que fondateur parce que tu portes la vision, vraiment. Donc, c'est toi tu dois choisir chaque partie de ta boîte. Plus facile à dire quand on a 50 que quand on a 3000, c'est certain, mais pour moi, voilà. Et après, l'autre point, c'est que dans l'opérationnel, donc là, c'est un peu de l'aspect stratégique quand même. Dans l'opérationnel, je pense qu'il faut avoir un process dictatorial. Ok. Genre, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu controversé. Ce que je pense, c'est qu'il faut un modèle très hybride, c'est-à-dire être très humain dans le choix final, mais dans le process, je pense qu'il faut être pas du tout humain et 100% data-driven, tu vois. En mode tester la personne à mort, genre vraiment.
et essayer de comprendre vraiment et la tester dans des situations, dans tout type de situation. Ça veut pas dire qu'il faut le traumatiser, tu vois, ou le mettre, mais dans tout type de situation, dans le sens, écoute, on a ça à faire. Je te donne un exemple. C'est un truc qui prend 1 heure à faire et on a ça à faire. T'as 30 minutes. La question, c'est pas de savoir s'il va réussir à le faire, c'est de voir comment il va le faire, tu vois, et comment il va gérer la pression, etc. Parce que, en fait, l'idée d'un recrutement, c'est de faire ressortir tous les aspects positifs de la personne et de connaître ses défauts. C'est important de connaître les défauts, pas pour. En fait, j'aime pas les gens qui te disent on peut pas. Quand tu connais. Enfin, tu vois, le côté, oui, une fois qu'on connaît les défauts, on peut pas ne pas le choisir pour ça. Ben, si, justement. Tu vois. Il faut ne pas choisir quelqu'un. Tu sais, quand tu as quelqu'un dans ta boîte qui est problématique, c'est la boîte entière qui en souffre. Mais vraiment. Genre, même une seule personne dans une équipe de 300 personnes, un seul mec qui vient le matin qui est pas heureux. C'est le poison qui. Une gangrène qui. Ouais, c'est mort. Qui se propage. Donc, il faut surtout pas laisser ce truc se diffuser. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut être dictatorial dans les recrutements, mais que la décision finale se fasse sur l'humain à 100%. Tu vois. Genre, si tu as le choix entre quelqu'un qui coche les cases à 100%, tu vois, data-driven, etc., mais que le mec, c'est un monstre humainement, tu vois, et que de l'autre côté, tu as un gars qui est un peu moins chaud, mais qui a hyper envie d'apprendre, qui fit de fou avec les valeurs, etc., la question, elle se pose même pas, pour moi. J'ai regardé, je sais pas si tu l'as vu, le Sans Permission avec Christophe Delaune. Non, j'ai pas vu. Et en fait, à la fin, il parle de process et de gestion justement humaine, plus sur l'aspect immobilier, travaux, mais ils ont un peu parlé aussi du côté sur gérer des monteurs, etc. Et en fait, Christophe, il a, je sais pas, une 60aine d'années. Lui, il disait en fait, il faut juste coller au cul à tout le monde tout le temps. Ouais. Et je me pose la question, mais est-ce qu'il faut mettre un colleur de cul, tu vois, dans ton équipe? Ouais, mais l'enfer. Qui va venir challenger et tout le temps relancer et checker tout le monde, quoi. Tu sais, c'est des logiques un peu Big Brother, ça, je trouve, tu vois. C'est genre, tu mets des gendarmes partout, en gros, et toi, tu fonctionnes. C'est un peu en vrai, c'est un peu des logiques monarchiques, tu vois. C'est dans le sens. Tu vois, mais j'ai grandi au Maroc, par exemple. Au Maroc, tu peux rien faire. Genre, les flics savent tout de toi, mais vraiment. Okay. Les flics savent tout. C'est comme ça. Mais c'est dans la culture. Et limite, c'est bien, en fait, au final, parce qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, en vrai, j'ai un aspect un peu. Franchement, c'est un sujet un peu vaste parce que je pense que ça a ses avantages, c'est certain. Mais je trouve que c'est horrible comme culture d'entreprise, tu vois. Ouais. D'avoir un gendarme qui est partout, je trouve ça dur. Et puis même, je pense que moi, en tout cas, dans nos clients, mais du coup, forcément, moi, j'attire aussi peut-être ce que je dégage, tu vois, d'une certaine façon. Mais moi, j'ai de moins en moins de clients qui aspirent à créer des boîtes avec beaucoup de collaborateurs. C'est de plus en plus des petites boîtes, tu vois, qui performent avec des A-players, etc. Et si tu veux, moi, je suis plus dans une démarche d'embauche les gens pour qu'ils t'apprennent, qui t'aident à faire ce que tu vois, qui t'aident à atteindre ton but. Ben, c'est Jobs, je crois qu'il disait beaucoup ça. Engage les gens pour qu'ils te disent quoi faire et pas pour toi leur dire quoi faire. Et c'est une vision que j'aime bien. Donc, ça enlève le côté gendarme où je pense qu'il faut contrôler. Il faut avoir des métriques, tu vois, de valeur. Mais en fait, si par exemple, tu vois, on bosse, toi et moi, sur, je sais pas, ma brand, etc., perso, ce qui est important, en fait, pour toi, c'est de savoir c'est quoi ma métrique de mesure à moi, tu vois. Quelle métrique je mesure pour savoir si on perf ou pas, tu vois. Et pour moi, c'est pareil, que je bosse avec toi, donc Numadeo, ou que je t'embauche. En fait, la verticale, c'est la même. C'est moi, je mesure la performance comme ça. Tu le sais, je le sais. OK, pourquoi je devrais te contrôler? Tu vois, moi, je contrôle une data. Elle marche pas. Tu sais que ton taf marche pas. Je sais que ton taf marche pas. C'est aligné, tu vois. J'ai pas besoin de mettre un mec qui te suit partout. Enfin, c'est ma vision, en tout cas, tu vois. OK, tu penses que ça peut nuire à l'épanouissement et même faire fuir les collaborateurs, au final? Ah, mais de malade. Enfin, je pense que si ça le fait pas, ça devrait. Tu vois, parce que après, on a des logiques d'entrepreneurs, tu vois. Donc, forcément, tu vois, pour moi, je peux pas être dans un écosystème où tu me contrôles. Ça me saule. Tu me dis c'est quoi ça aussi, Bah ouais, c'est l'enfer. Moi, je demande toujours à mes clients. D'ailleurs, c'est mon métier aussi de déterminer leurs métriques de perf, tu vois, les KPIs qui vont mesurer pour chaque process. Donc forcément, c'est ma vision. Tu vois, on définit. Moi, je fonctionne aussi comme ça. C'est voilà votre objectif. La KPIs pour mesurer ma perf à moi, c'est ça. Voilà. Vous me contrôlez chaque fois qu'on fait un point, le point, c'est ça. Par contre, il faut faire des points, tu vois, ça c'est sûr. Il faut avoir une relation, faire des points réguliers, il faut suivre, mais il ne faut pas traquer, tu vois. Oui, traquer heure par heure. Exactement. Ok, très clair. Et est-ce que toi, où est-ce que tu déniches justement tes pépites de recrutement? Est-ce que tu as un process pour les trouver? Franchement, j'ai pas de ça. Je pense pas que je sois hyper bon sur ça. Ce qui marche le mieux, c'est forcément le bouche à oreille, je trouve. Ok. Tu vois, une fois que tu as un A-player, souvent ils te ramènent des A-players, je trouve.
Après, j'ai pas de pépite, enfin, j'ai pas de secret pour ça. Je pense qu'il faut pas être pressé. C'est un peu comme tout. C'est un peu comme quand tu veux vendre une maison et que t'es pressé. C'est pas la même que quand t'as le temps. Tu vois. Je pense que c'est pareil dans le recrutement. Il faut prendre le temps. Tu vois, de chercher, de connecter, de connecter avec d'autres entrepreneurs, tu vois, de demander à tes potes où tu sais que eux, ils ont des. Tu vois, par exemple, si moi je cherche quelqu'un de chaud dans le montage, tu vois, et ça c'est pareil. Je pourrais, tu vois, te dire, ouais, tu penses quoi de ce profil, tu vois. Ça, je pense que c'est. Ouais, est-ce que tu connais quelqu'un, par exemple. Du coup, déjà, tu brises un premier truc qui est, vu que tu as le rapport, enfin, le lien de connaissance, le lien de confiance qui est établi entre nous. Tu vois, déjà, la personne, elle vient avec un petit avantage. Et puis, je peux aussi te dire, mais du coup, pour toi, comment toi, tu mesures la perf d'un monteur, tu vois, par exemple. J'ai plus de chances de bien recruter comme ça que moi en me disant, bon, ben moi, je vais mesurer la perf du monteur autant qu'il passe avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? T'entourer de personnes qui sont déjà experts dans le domaine pour valider des étapes avant d'y aller les yeux fermés, en fait. L'entourage, c'est méga clé. Tu vois, c'est l'intro de mon café croissance de demain, d'ailleurs, tu vois. Okay. Et tu vois, d'ailleurs, tu m'as dit pourquoi tu te sens plus accompli en 2024. Globalement, en vrai, si je peux le résumer, même par rapport à ce que je t'ai dit, et même si je dois le résumer globalement, c'est parce que je suis bien entouré. Okay. En fait, là, je prends du recul, tu vois, et pour te répondre ça, mais c'est ça. Donc, t'étais pas bien entouré par le passé ? Je pense pas. Je pense que j'étais pas aussi bien entouré. J'étais d'abord pas entouré, puis mal entouré, puis entouré. Et maintenant, je choisis vraiment mon entourage. Et de la même manière que, tu vois, pendant très longtemps, j'avais absolument envie d'être visible, de passer sur des podcasts, par exemple, de faire plein de trucs. Je passe pas. Maintenant, je refuse quasi tout. Et, j'ai la chance. C'est pareil. En vrai, honnêtement, je pense que c'est le premier que je fais, tu vois, même de 2024. Je pense que j'en ai pas fait en 2024. Ouais, bah oui, j'ai regardé, j'en ai pas trouvé. Voilà, tu vois. Donc et j'en ai jamais fait, je crois. Mais aussi parce que justement, c'est peut-être un signal faible d'un truc, parce que tu vois, pendant longtemps, j'ai voulu être visible. Quand on m'a proposé d'être visible, j'ai plus voulu l'être. Et c'était un peu un kink. Enfin, je sais pas comment dire en français, mais. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre, tu vois. Et finalement, je pense que ça m'a dessert. Enfin, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, ça te dessert de refuser, etc. Parce que j'en ai parlé plein de fois avec des gens beaucoup plus visibles que moi. Et qui me disaient, ouais, ça te dessert parce que par rapport à la confiance de tes clients, etc., être visible, ça renforce ta crédit. Et je pense que c'est ce que tu vas me dire aussi, tu vois, d'une certaine façon. Plus t'es visible, plus tu renforces ta street cred un peu. Tu vois. Mais ouais, au final, je sais que je vais être visible là où vraiment ma street cred, elle a de la valeur pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve ça, peut-être, ça fait plus sens, tu vois. J'ai l'impression que quand tu veux construire une boîte dans le temps, du coup, avoir des apparitions millimétrées, c'est strat. Tu vois. Ouais. De bien choisir chez qui tu parles et de quoi tu parles, tu vois, quel lien t'as. Il y a aussi le truc où, tu vois, je viens ici parce que je te connais, parce que je connais tes vibes, je connais tes valeurs, on se connaît en off à 100, enfin, bien, tu vois. Donc, je sais aussi que je vais être à l'aise, tu vois, qu'on va pouvoir parler de trucs cool, enfin, voilà, tu vois, qu'on va pas forcément essayer c'est même pas trop l'impact que ça va avoir sur moi, mais je sais que ça va être des valeurs communes, tu vois, aussi. Et que les gens qui t'écoutent, du coup, ont des vibes, tu vois, en commun avec moi. On l'espère. Ouais, j'espère, ouais, de ouf. Tu vas me faire défoncer en commentaire. Ok, et donc ouais, tu l'as dit que tu avais un mauvais entourage, mais comment tu détectes que tu as un mauvais entourage ? Parce que je pense que la majorité des gens, en fait, ne conscientisent même pas qu'ils ont un mauvais entourage. Et moi, le premier, par le passé, j'ai aussi eu des mauvaises fréquentations, mais tu le conscientises pas, tu t'en rends pas compte. Ouais. Comment tu arrives à détecter rapidement ce genre de relation ? Je pense que tu commences à prendre conscience de ça quand tu commences à prendre conscience de qui t'es, toi, de ce que tu veux, toi, de ce que tu cherches, toi. Et donc, en fait, une fois que tu sais un peu où est-ce que toi, tu veux aller, t'arrives plus à te rendre compte qui c'est qui t'en empêche, en gros, tu vois, autour. Où tu prends plus conscience qu'en fait, cette personne-là, elle va pas du tout là où t'as envie d'aller. Et surtout qu'elle t'aide pas à aller là où t'as envie d'aller. Et pour moi, tu vois, il y a plein de gens qui disent faut pas avoir d'amitié par intérêt. Ben, je suis pas d'accord du tout. Pour moi, l'amitié par définition, c'est de l'intérêt. C'est parce que je te porte de l'intérêt. Je sais que les gens veulent dire intérêt, tu vois, plus en mode, mais bien sûr que si, tu vois, j'ai de l'intérêt. Et j'espère que tu as de l'intérêt, tu vois, à être ami avec moi. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'on sait pourquoi on est amis. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, le jour où j'ai un peu compris ça, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens où j'avais pas d'intérêt à être ami avec eux. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas d'intérêt à être ami avec moi et qui, du coup, tu sais, quand t'as pas d'intérêt à être ami avec les gens, ton amitié, elle est pas profonde, elle est pas vraie, je trouve. Alors que quand t'as de l'intérêt, tu sais pourquoi t'es là, tu vois. Et parfois, t'es là au début pour le taf, c'est possible, tu vois. Mais en fait, la personne, tu matches trop, tu vois, et vous faites 2-3 activités, en fait, et il y a des amitiés de ouf qui se créent, et en fait, du coup, tu vois, c'est multipôle, quoi. C'est sur le taf, on est super potes, on a de l'intérêt sur
sur le taf, mais à côté, on joue au foot tous les dimanches et on se kiffe trop. Voilà. Alors, c'est pas le cas, mais Non, si tu veux, on peut aller faire un five. Non, c'est pas le cas, mais pour le coup, ouais, ça pourrait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça pourrait grave. Et je pense que ça, c'est important. En fait, je pense que tu peux pas comprendre qui est mauvais pour toi tant que tu sais pas, toi, ce que tu veux faire. En fait, qui t'es et ce que tu as envie d'accomplir. Et tu vois, t'es pas obligé d'avoir envie d'accomplir, je sais pas, de conquérir le monde, mais c'est juste qui t'as envie d'être. Est-ce que toi, tu sais, t'as grandi à Colmar, c'est ça? Ouais. T'as grandi à Colmar même ou dans un village? Dans un village à côté. Ouais. Ben voilà, tu vois. Ça, c'est typique des trucs de village, tu vois. C'est, généralement, dans un village, t'as ton entourage, tu vois. Et ton entourage, enfin, beaucoup de gens, en tout cas, qui ont grandi dans des villages. Moi, j'ai grandi à Casa, c'est une grande ville. Et pourtant, il y a un peu ce truc où c'est Casa, quand tu sors, bon, ben, enfin, tu vois, t'as du mal à t'exiter, en fait, d'un truc qui est déjà prédéfini. Et souvent, ben, voilà, il y a des gens, ils ont pas envie, tu vois, de sortir de leur truc, ça leur va. Ben, ok, ça veut dire que tu vois, ils sont là, ils sont alignés. Et donc, ils seront probablement toujours alignés avec la verticale de ces gens-là. Mais généralement, t'évolues, enfin, t'as des gens qui évoluent et qui ont envie d'autre chose. Forcément, ces gens-là deviennent des freins. Parce que si toi, t'as absolument envie de faire le tour du monde et que tous tes potes, c'est ouais, non, nous, on va rester là, on va faire un truc, tu vois, on veut reprendre, je sais pas, le business de mon père, etc. Et c'est bien, tu vois, genre, parce que c'est ce qui les aligne. Mais globalement, c'est là qu'en fait, pour moi, c'est pas négatif c'est un mauvais entourage, ça veut pas forcément dire que les gens sont mauvais, ça veut juste dire qu'ils servent pas ta vision, tu vois, Okay. d'une certaine façon. Et après, t'as aussi le côté où t'as des gens mauvais, du coup, après, qui eux veulent servir ta vision, mais pas avec les mêmes valeurs. Et là, c'est encore là, autre ils sont chose, là tu vois. par intérêt, mais par intérêt négatif. Exactement. Et ça, à détecter, je pense que c'est surtout une question de valeur. Une fois que toi, tu sais vraiment c'est quoi les valeurs qui comptent beaucoup pour toi, et je pense que c'est plus difficile aussi, parce qu'il faut fréquenter la personne, voir. Mais c'est bien de faire des chemins, des bouts de chemin avec des gens comme ça, parce que ça te permet de renforcer les tiennes, de valeurs aussi. De vraiment comprendre qu'en fait, ça va pas être possible comme ça. Ça Tu vois. fit pas. Du coup, c'est quoi tes valeurs? Je m'attendais pas à cette question. Moi, mes valeurs, moi, je pense que j'ai un côté très humain. J'ai besoin que ce soit hyper humain. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des relations en dehors, tu vois, avec même mes clients, tu vois, par exemple. Je sais pas pourquoi je le ramène au pro, mais globalement, j'ai besoin d'avoir une sorte de proximité avec les personnes, d'avoir beaucoup d'intérêts en commun, enfin, d'avoir un certain nombre d'intérêts en commun. L'honnêteté. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper loyal. Tu vois, c'est pas un. Je suis hyper honnête, c'est-à-dire que si j'ai envie de. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je suis hyper honnête et je suis pas très susceptible à proprement parler, ce qui veut dire que je peux j'ai pas envie de dire critiquer parce que c'est pas le bon terme, mais je vais être le genre de personne qui va te dire, je trouve que ton passage il est merdique, tu vois, dans ce truc. Mais je te dis pas ça pour te vexer, je te dis ça parce qu'en vrai, t'aurais pu faire mieux. Mais tu vois, par exemple, même toi, hein, tu vois, j'ai publié la vidéo du Café Croissance, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, mec, honnêtement, c'est pas au niveau de ce que tu pourrais faire, tu vois. Bah, typiquement, ça pour moi, valeur hyper ancrée, tu vois. Honnêteté, tu vois, c'est hyper honnête, je dis ça pour te servir, c'est pas pour te vexer, c'est parce que c'est vrai. Et du coup, je t'aime bien, du coup, je te le dis, tu vois. Moi, je suis grave comme ça et j'ai besoin d'avoir des gens comme ça qui sont honnêtes, francs, tu vois, qui disent les choses. Et ça, c'est une valeur ancrée. J'en ai besoin dans le travail comme dans le perso. Tu vois, c'est un gros point commun. Et c'est une forme de loyauté aussi pour moi. Tu vois, j'aime pas les gens qui tournent leur veste dès qu'il y a un intérêt ailleurs, tu vois. Ça me saoule, quoi. Ça, tu le découvres que quand la veste est tournée. Tu le découvres que quand la veste est tournée, ouais. Ou qui font des trucs dans ton dos, tu vois, les trucs de... Ça c'est l'enfer. Faire des trucs dans le dos, c'est l'enfer. J'ai du mal à comprendre ça parce que c'est... Je sais pas, je vais pas philosopher dessus, mais j'ai du mal à... Enfin, tu vois, c'est des trucs où... T'as plein de gens qui acceptent ça, qui partent du principe que c'est comme ça les relations. Tu vois, il y a toujours une phase... Moi, j'ai du mal à comprendre ce truc, tu vois. Pour moi, c'est... Dis juste les choses telles qu'elles sont, toujours, tu vois. Et si t'évolues et que moi, je fais plus partie, justement, tu vois, je desserre plus ta vision, ok, tu vois, ta mission, ben, hyper ok. En vrai, si tu me l'expliques, moi, je peux le comprendre, tu vois. C'est fine. Je pense que c'est ça qu'il faut... c'est du lâcher-prise encore, tu vois. Genre encore du lâcher-prise. Ouais, ben ça, du coup, haute valeur, tu vois. Je pense que le lâcher-prise, c'est hyper important. Et ça, tu l'as découvert qu'en 2024, du coup. Ouais, le lâcher-prise, je pense que je l'ai expérimenté un peu progressivement. Je pense pas que tu puisses d'un coup, tu vois, hop, lâcher-prise. Ce serait magnifique. Mais je pense que je l'ai un peu expérimenté. Et je l'ai aussi expérimenté par la frustration. Enfin, si tu veux, j'ai commencé l'entrepreneuriat en me disant, ok, moi, je suis le Elon Musk français, au tout début. Tu vois, donc déjà, il faut un sacré boulard, ouais. Tu vois, pour te dire ça, mais de malade. Genre, pour se dire ça au début, tu vois. Et je le racontais tout à l'heure, justement, à Isadora, en arrivant à Station F. Quand j'étais au tout début, j'étais en mode, moi, je serai ici et je vais être la star de Station F, tu vois, au tout début. Et en fait, ne pas l'avoir été
Et la meilleure chose qui me soit arrivée, mais de très heureusement que j'ai pas eu fait un truc comme ça, parce que Ouais, t'es un mec horrible. Ouais, mais ça aurait été l'enfer, tu vois. Et heureusement que ouais, j'ai fait tout ça, ça m'a vachement aidé au fur et à mesure. La frustration de pas, si tu veux, j'étais frustré pendant très longtemps de pas servir quelque chose que je pensais être mon rêve, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce dont je rêvais. Et là, du coup, j'ai beaucoup plus lâché prise parce que je me suis rendu compte que en fait, mon rêve à moi était très différent de celui que je servais depuis longtemps et qu'en gros, j'étais en train de servir le rêve de je ne sais qui, mais pas du mien, pas le mien, tu vois. Et ça m'a aidé à lâcher prise de fou, ouais, je pense. Et 2024, vu que en fait, après, quand tu as cette phase-là et qu'après tu crées un truc qui prend, vraiment aligné avec ce que tu as vraiment envie de faire, qui sert ton rêve, là, je pense que le lâcher prise, il vient naturellement après. Parce que du coup, c'est ce qui t'a permis de faire ça. Tout est une question d'habitude, en vrai, je pense, tu vois. Quand t'ancres l'habitude du lâcher prise, je pense pas qu'elle te quitte après. En vrai. Tu penses que tout entrepreneur peut créer un projet aligné avec soi-même? Ouais. Qui rapporte? Ouais. Je pense que ouais. Je pense pas qu'il y a des gens qui, même dans les startups, qui créent des gros trucs, mais ils sont obligés de passer par une phase où ils sont pas alignés. En fait, ça dépend quel est le rêve que tu sers. Quand tu sers un truc où tu te dis ça va changer le monde, t'es obligé d'avoir un désalignement pour servir une mission finale à certains moments. Tu vois, tu vois par exemple, je bosse beaucoup dernièrement avec une boîte qui s'appelle Pureva et qui en gros veut mettre des filtres au bout de tous les robinets, de tous les foyers, théoriquement au monde en vision long terme, mais court terme au moins française. La boîte, honnêtement, elle a une croissance qui est du jamais vue pour moi. Tu vois. Honnêtement, c'est de très loin mon client qui va le plus vite. Et eux, typiquement, ils sont obligés, là, pendant les 10 prochaines années, des désalignements, ils vont en avoir des dizaines. Parce que c'est sûr, à des moments. Mais s'ils gardent, tu vois, vraiment bien en tête la vision finale, ils arriveront à un moment où tous les foyers, enfin, un certain pourcentage de foyers, mais probablement le plus important possible, aura leur dispositif chez eux. Et à partir de là, c'est un peu comme un Airbnb, c'est eux qui feront les règles, tu vois. Ils pourront changer le monde et avoir un bon impact. Mais c'est pareil, c'est servir d'une autre manière parce que tu vois, un Elon Musk, par exemple, t'as vu le mec, le pouvoir qu'il a entre les mains, tu vois. Faut vraiment être un mec bien pour desservir ça, tu vois. Enfin, faut vraiment être un mec bien. Ou au contraire, tu vois, t'as plein de gens qui disent que foncièrement, c'est des gens, tu vois, qui vont détruire l'humanité, etc., machin. Mais c'est des visionnaires. Et en fait, moi, pendant longtemps, justement, d'ailleurs, c'est bien que tu fasses quoi ça, parce que, en fait, je me voyais comme ça, alors que c'est pas du tout mon rêve, tu vois, d'avoir un impact à cette échelle-là. Et c'est des trucs où, tu vois, mais j'ai lu un truc hier sur Zuckerberg qui je sais pas si t'as vu, mais qui a décidé d'enlever toutes les restrictions dans le recrutement, justement, pour tout ce qui est femmes, minorités ethniques, etc. Et il part du principe que la force masculine est importante dans le recrutement. En vrai, peu importe ce qu'il pense, tu vois, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Mais à son échelle, tu vois l'impact que ça a, tu vois, sur le reste du monde. Ça envoie un message qui est pas un bon message pour le monde, globalement, je trouve. Parce que s'il veut faire ça, il fait ce qu'il veut, c'est sa boîte, tu vois. C'est pas moi de lui dire quoi faire. Mais globalement, à cette échelle-là, t'as une responsabilité personnelle, tu vois. Et ça c'est un rôle qu'il faut avoir envie d'endosser aussi, tu vois. Ouais, il l'assume. Ouais, bah lui, il l'assume, il s'en fout, etc. Mais ouais, c'est un rôle qu'il faut avoir envie d'endosser, quoi. Moi, c'est pas ma vie, c'est pas mon rôle. J'ai accepté, tu vois. Ok. Ouais. Et donc, c'est quoi la réussite pour toi? Quand est-ce que tu seras fier? Je suis déjà fier. Et je pense que j'ai déjà réussi une partie. Bien sûr, je suis peut-être à 20% de ce que je veux vraiment faire, tu vois, au fond. Mais déjà, je pense que tout le monde n'arrive pas à 20% de sa mission. Et encore, je dis 20%, s'il faut, je vais un peu loin. Mais je pense qu'il y a des phases de vie, en gros. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et je trouve que j'ai bien servi ma phase de mes 20 à mes 30 ans. Genre mon évolution entre mes 20 et mes 30 ans, parce que je viens d'avoir 30 ans. Enfin, plus maintenant. Faut que j'arrête de dire ça. Mais ça fait 4 mois, 5 mois. Mais ouais, je trouve que je l'ai bien servi parce que j'ai pris beaucoup de tartes, en vrai. Et je me suis exposé beaucoup. Donc j'estime que j'ai déjà un peu commencé. Mais après, je pense que j'aurais bien réussi si je continue. En fait, si j'arrive à adresser chaque phase de ma vie avec le même lâcher-prise, avec les mêmes objectifs et que je reste dans ce mindset et que j'arrive à l'entretenir, bien sûr, et que je reste dans un mindset de ce que je veux en premier lieu, c'est apprendre, apporter de la valeur aux gens, aider des gens et en même temps servir mes intérêts, tu vois, c'est-à-dire profiter à ma famille, passer du temps avec ma fille. Tu vois, en fait, j'aurais réussi si j'arrive, je pense, à passer du temps sur un temps suffisant sur toutes les verticales les plus importantes de ma vie. C'est-à-dire
passer assez de temps avec ma femme pour qu'elle se sente pas seule, par exemple, tu vois, passer assez de temps avec ma fille pour qu'elle ait pas l'impression que j'ai été un père absent, passer assez de temps au travail pour avoir la capacité de financer mon rythme de vie, pour pour que mes clients soient satisfaits, pour que, tu vois. Et en fait, tout est une question de répartition de temps, je pense, de répartition d'énergie. Et je vais en revenir à un truc que j'ai dit déjà 5 fois, mais le lâcher prise te permet aussi, je pense, plus vite de switcher dans un autre mood, tu vois, et donc d'adresser plus de temps. C'est aussi ça, tu vois, si tu lâches vite prise sur le biz, bah, du coup, tu es vite à 100% avec ta femme et avec ton gosse, par exemple, tu vois. Alors que si tu passes 1 heure, comme hier soir, par exemple, pour moi, tu vois, bah, en fait, j'ai perdu 1 heure au final. Parce que j'avançais pas dans le travail, j'ai pas passé de temps avec ma femme ni avec ma fille. J'ai perdu 1 heure pour rien. Et donc, en vrai, je pense que ma plus grosse réussite, ce serait de réussir à switcher, tu vois, facilement entre mes différents moods et de continuer à apprendre. C'est un peu la loi de la vie, quoi. Oui, c'est clair. Incroyable. Merci pour tous ces éléments. Je voulais enchaîner sur... est-ce que tu veux boire un petit coup peut-être? Donc ça va. Je suis chaud. J'ai les lèvres sèches. T'as commencé du coup à développer Hypergrowth en 2024. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai vu que tu as fait un Reels en plus. Ouais. Tu dis qu'est-ce que je fais concrètement? Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que tu fais avec ta boîte et comment tu accompagnes tes clients? Ce qu'on fait du coup chez Hypergrowth, c'est que concrètement, on est une agence d'operating partner, en gros. Donc on fournit des bras droits à des dirigeants en hypercroissance ou en préparation de croissance. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, on fournit un bras droit qui va venir aider le dirigeant à structurer, piloter et mesurer en fait les différents, structurer, systémiser, mettre de la data et piloter du coup un petit peu la croissance de la boîte, donc rédiger une roadmap. Et en fait, je pense la grosse différence ou l'impact particulier qu'on va avoir avec Hypergrowth, c'est que déjà, c'est que ça a été créé par un entrepreneur qui en avait besoin. C'est-à-dire que j'ai vraiment créé la boîte dont j'avais besoin et sa structure et son programme. Et à chaque fois que je repense le programme, je le pense par rapport au Kylian qui avait monté une boîte, qui a monté des boîtes avant en hypercroissance et qui avait de quoi j'avais vraiment besoin. Et au contact de mes clients, c'est un peu comme ça que je fais évoluer le programme. Mais en gros, l'idée, c'est que on a un programme de 12 mois où cet operating partner, du coup, t'aide à piloter ta boîte. On a différentes phases que tu passes. Et dans ces différentes phases, on va modéliser avec toi ta boîte, essayer de comprendre ton écosystème, faire une grosse étude de marché, voir en gros comment tu peux te positionner, quels sont tes objectifs, définir avec toi les objectifs, rédiger une roadmap et modéliser du coup tous les process critiques sur lesquels tu vas devoir travailler dans un ordre de priorité. Et en fonction de la roadmap qu'on a rédigée, on va pousser les bons experts au bon moment pour que tu puisses tout simplement adresser ta mission finale le plus vite possible. Et le point, c'est que au tout début, donc tout 2024, on a majoritairement bossé avec des business qui étaient déjà en phase 2 de croissance, ça veut dire au-dessus de 1 million de chiffre d'affaires, qui avaient dépassé la phase d'amorçage volontairement, parce que justement, on voulait bosser sur cette phase de 1 à 50 millions. Et on n'a pas du tout la vision de te dire, on va bosser de 1 à... on va t'aider à faire 2 millions à la fin de l'année. Ça, pour moi, c'est induit. Si tu viens et que tu fais 1 million, le but, c'est que tu doubles tous les ans au minimum. Donc pour moi, ça, c'est induit. Le programme te permet de le faire, mais en fait, le programme te permet surtout de travailler sur les fondations de ta boîte et de t'aider à justement aller chercher plutôt 50 dans 5 ans, tu vois, concrètement. Okay. Et en travaillant, du coup, les bonnes fondations et en te permettant d'adresser une croissance qui soit saine, exponentielle, du coup, mais surtout durable. Et donc, en gros, c'est plutôt quelle est la roadmap qui va te permettre, quand tu fais 1, d'aller chercher 50 dans 5 ans, comment, par quelles étapes tu vas passer, qui vont être les différents experts qui vont venir te parler, à quel moment pour adresser ton sujet, dans ces experts-là avec qui tu vas devoir creuser, et puis à quel moment de ta croissance. Parce qu'évidemment, nous, on présente, on fait en fait une sorte d'intro, on va dire, et on déclenche un premier projet, mais après, il y a des projets qui perdurent dans le temps, etc. C'est toute l'idée, justement. En fait, la volonté profonde, c'était de créer un écosystème hyper vertueux entre nos clients en hypercroissance qui en ont besoin, nous au centre en operating partner où ils ont aussi besoin d'un miroir, donc qui faisons miroir pour nos clients stratégiques au quotidien et des experts sur les verticales qu'on maîtrise pas pour justement leur permettre d'adresser leurs problématiques. Très longue présentation, mais claire, efficace. Moi, dans comment tu me le présentes, j'ai l'impression que vous accompagnez sur tous les sujets. Que ce soit du marketing, du positionnement, du recrutement, des opérationnels, des systèmes, machin.
Est-ce que c'est pas compliqué d'être aussi général? Un operating partner, c'est quelqu'un qui est bon dans tout mais excellent dans rien. Ok. Donc, est-ce que c'est compliqué? Je pense que c'est un profil de personne. Moi, c'est mon profil. Moi, je pense que je suis... D'ailleurs, en France, il n'y a pas beaucoup d'operating partners. Je pense que ça vient des États-Unis, hein, ça existe aux États-Unis. Mais je représente très bien ce métier. Et pendant très longtemps, justement, moi, j'ai cherché quelle était ma zone de génie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai répondu problem solver, parce que ma zone de génie, c'est justement d'être bon dans tout, mais excellent dans rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun angle que je maîtrise à 100%. Mais ce qui veut dire que j'ai une capacité à prendre du recul et prendre de la hauteur plutôt bonne, je pense. Et donc, à diagnostiquer facilement. Et après, c'est la raison pour laquelle on a un réseau d'experts pour venir vraiment poser, tu vois, une direction finale sur ce que nous, on a diagnostiqué. Donc, refaire un diagnostic plus approfondi, évidemment, et poser une roadmap finale. Ce qui nous permet d'accompagner sur toutes les... Enfin, on n'accompagne pas au final sur toutes les verticales. Tu vois, typiquement sur du e-commerce, tout ce qui est produit, etc., on ne va pas accompagner en direct, mais on va pousser des experts. En fait, notre métier, c'est un peu d'être un intermédiaire. Tout autant qu'on va être un bras droit, on va aussi être un intermédiaire pour créer de la connexion, mais surtout créer de l'action. Que les choses, en fait, ne soient pas... Tu sais, des fois, je pense que tu es bien placé pour le savoir, tu as beaucoup de sujets à adresser quand tu es en hyper-croissance et tu sais jamais par quoi commencer. L'operating partner, il vient pour ça, pour te donner un ordre de priorité et pour faire en sorte qu'il y ait toujours des projets en action, qu'il y ait de l'action un peu en continu et que ça te permette d'avancer, en fait, en continu. Ok. Donc, tu es un peu le cabinet de recrutement qui vient placer le bon élément au bon moment. Mais est-ce que tu n'as pas peur que justement les éléments que tu viens placer travaillent après en direct avec le client et te bypass? C'est le but. Ok. En fait, moi, j'ai un programme qui dure 1 an. Donc, les clients m'accompagnent pendant 1 an. Enfin, j'accompagne les clients plutôt pendant 1 an. Je pensais aux experts. J'accompagne du coup les clients pendant 1 an et nous, on fait des intros. On déclenche des premiers projets. Enfin, en fait, on déclenche un premier projet avec le client, entre le client et l'expert. Et après, moi, je fais en sorte, si c'est dans l'ordre de priorité, que les experts viennent, enfin, que les clients et les experts travaillent plus longtemps ensemble et qu'ils me bypassent. C'est le but. Moi, je veux garder ma logique d'operating partner. J'ai pas vocation à prendre la place, tu vois, d'un expert. J'ai vocation juste à rester l'homme qui murmure à l'oreille des dirigeants, en gros. Tu vois. Donc nous, c'est pour ça que je te dis, à l'origine, on est une agence d'operating partner. Notre taf, c'est d'être fournir des operating partners. Et après, un operating partner est quelqu'un qui a un réseau qui a la capacité de mobiliser un réseau pour être une roue motrice, en gros, sur les différents projets. Ce qui fait qu'on intro des experts. Typiquement, je pourrais t'intro toi sur des verticales et tu pourrais les closer directement sur Numadeo derrière. C'est OK, tu vois. Mais si je le fais, c'est parce que le jour où je le fais, c'est parce que pour moi, t'es la crème de la crème dans ton domaine. Et mon but, il faut que toi, t'aies de l'intérêt à bosser avec moi aussi. Donc, si derrière, tu peux récupérer un client qui, en plus, c'est très avantageux pour toi parce que ce client, moi, je l'ai en interne, donc je connais toutes ses problématiques. Ce qui fait que toi, quand tu arrives, t'as pas ce problème où le client, tu vois, tu fais un audit du client, mais c'est toujours toi qui viens et qui fait un audit. T'as pas toutes les infos, t'as pas tout ce qui concerne le recrutement, enfin, tout ce qui concerne autour. Là, en gros, t'as un brief total quand t'arrives. Quand t'arrives, si tu bosses avec moi, t'as le brief total. L'objectif, c'est ça. Pour ça, on va passer par telle et telle étape. Toi, t'interviens là. Mais en vrai, tu vois, si t'interviens là et que ça se passe bien, finalement, tu vas intervenir là et là. Donc, tu as tout intérêt. Moi, je vends surtout des trucs long terme au final, tu vois, surtout pour mes experts. Le but, c'est que je les positionne à long terme avec les clients. Donc, ton objectif, c'est que ton client arrête de travailler avec toi à terme? Sur cette verticale-là, oui. Sur la verticale, ouais, en fait, d'une certaine façon, mon client n'arrête. Enfin, c'est pas forcément qu'il arrête de travailler avec moi, c'est plutôt qu'il travaille avec. Qu'il intègre dans son écosystème des experts de confiance qui savent travailler ensemble, qui ont l'habitude de travailler ensemble par la force des choses et que non, il n'arrêtera pas de travailler avec moi parce que, enfin, mon but, c'est pas qu'il arrête de travailler avec moi, mon but, c'est de rester juste une force motrice, tu vois, et même dans le temps. Parce qu'en fait, si je t'aide à passer, tu vois, par exemple, quand on travaille sur notre programme, d'ailleurs, là, on a la première fin de programme, donc les premiers renouvellements, parce qu'on vend un programme d'1 an à l'origine, ce qui veut dire que t'es pas obligé... D'ailleurs, 1 an qui est sans engagement en plus, c'est-à-dire que même au bout de 3 mois, si tu veux partir, je te laisse partir. Ça m'est jamais arrivé, du coup, ça m'est arrivé avec un client dont je parlais tout à l'heure, mais il est parti au bout de 10 mois, je crois, et parce qu'on l'avait beaucoup trop fait bouger, le pauvre. Mais globalement, là, on a les premiers renouvellements, et en fait, moi, je me suis posé cette question, est-ce que à ce moment-là, on va pas s'exit, tu vois. En fait, non, parce que tu continues à avoir d'autres problématiques et vu qu'on t'a aidé à créer cette roadmap, en fait, maintenant, ton sujet, c'est comment est-ce que j'adresse la roadmap sur la suite, tu vois. Et ce qui compte le plus quand tu veux créer des équipes
enfin, créer des boîtes avec des équipes délocalisées, c'est les interlocuteurs que tu as. Et quand tu as quelqu'un au quotidien qui est une force pivote pour toi, tu vois, qui est vraiment un pivot, qui t'intro, qui t'aide à être miroir, tu le bypasses pas. Enfin, tu vois, tu le fais pas sauter. Parce qu'en fait, tu veux le garder pour rester un miroir avec toi, pour être c'est un peu comme si on était des associés sans les parts, en gros. Donc, c'est avantageux. Tu peux nous sauter si tu veux, mais tant qu'on bosse avec toi, tu vois, on est là pour te donner full valeur et pour faire en sorte de te présenter des gens. Et puis, en plus, on a un gros avantage, c'est que comme on bosse avec plein de boîtes différentes aujourd'hui, ben on peut piocher aussi dans le réseau de ces boîtes-là, dans les bons experts avec lesquels ces boîtes-là bossent. Et puis, du coup, ça développe beaucoup notre réseau. Forcément. Ok, donc tu as un gros capital réseau, en fait. Exactement. Tu dois te forcer à créer du réseau. Ouais, complètement. Mais je l'adresse d'une manière quali, pas quanti. Je cherche plus à faire du réseau quanti. Donc, j'ai un gros enjeu réseau. Mais je préfère dire, j'ai pas, je vais me renseigner. Tu vois, quand il y a des experts, par exemple, très spécifiques, j'ai eu le sujet là récemment, j'ai des experts très spécifiques dans des verticales. J'en ai pas. Oui, il y en a pas chez mes clients ou c'est des nouveaux un peu métiers qui sortent. Je dis, j'ai pas, je vais me renseigner. Et en général, je teste la personne. Avant, ok. Donc, j'ai des sujets de recrutement, même d'experts, tu vois. Okay. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, donc, tu recrutes aussi de ton côté. Ok, je comprends mieux. Et au niveau de la typologie de profil que tu accompagnes, on est sur quelle typologie? C'est du e-commerce, du service, du physique? En fait, on accompagne des dirigeants. Donc, honnêtement, on a plusieurs verticales. On a démarré sur le e-commerce, beaucoup, enfin de commerçants un peu retail, etc. Globalement, après, on a très rapidement eu des agences, quelques agences. Okay. Et aujourd'hui, franchement, on a un panel hyper vaste. On a des business physiques. Enfin, il y a toujours un angle un peu quand même en ligne, on va dire, tu vois, quand même beaucoup. Même des agences, tu vois, il y a beaucoup d'acquisitions en ligne, etc. Donc, on a quand même beaucoup un angle en ligne. Je fais pas, par exemple, de coiffeur ou de trucs comme ça, tu vois. Okay. Où il y a du en ligne aussi, d'ailleurs, mais je fais moins de business un peu tradi, on va dire. Mais globalement, on pourrait le faire. On n'a pas vocation à court terme à le faire, mais on pourrait le faire. Tu vois, quelqu'un qui veut créer qui a genre 3 ou 4 salons de coiffure et qui a envie de se développer et d'aller chercher. Le point commun qui est entre tous nos clients, c'est l'ambition. Bon. Après, la typologie de business, elle est vaste. Ok, et ouais, donc vu que tu as plein de typologies de business, les experts sont encore plus diverses parce que c'est des problématiques qui sont différentes entre chaque business. Exactement. Je sais qu'avant, tu appelais ton business Prism Lab. Ouais. Pourquoi ce switch? Pourquoi tu as changé de name? Gros sujet. Enfin, ça, tu vois, typiquement, ça m'a pris la tête. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise sur ça. Okay. Mais quand j'ai pris la décision, ça a été immédiat. C'est-à-dire que le jour où j'ai pris la décision, j'ai fait tous les switches dans la journée. Et en fait, ça faisait un moment que je buguais un peu avec ce nom, parce qu'en fait, à l'origine, Prism Lab, quand je l'ai créé, je devais avoir une associée à la base, qui au final, ça s'est pas fait. On avait choisi le nom ensemble. Et moi, de base, je voulais Prism. Mais Prism, c'était pris. Et au tout début de Prism, du coup, on se vendait comme un laboratoire de croissance. C'est pour ça qu'on l'a appelé Prism Lab. En fait, j'étais désaligné un peu avec ce nom dans le temps parce que, entre-temps, j'ai lancé un podcast, une newsletter. Et en fait, si tu veux, j'ai un peu ce syndrome de vouloir tout namer et toujours avoir des noms hyper... stylés. Ouais, voilà. Tu vois, donc après, je me suis retrouvé avec un truc où j'avais genre Prism Lab, The Scaling Quest, je me rappelle plus exactement, mais tu vois, mon podcast, c'était La Conquête. Ça n'avait plus de sens. J'avais des trucs en anglais, des trucs en français, des trucs en machin. Et en fait, je trouvais que le nom ne servait pas, ne parlait pas suffisamment par rapport à notre activité. Et en fait, à un moment, je suis parti du coup en vacances. Ça m'a matrixé. Ça m'a un peu gâché la fin de mes vacances. Parce qu'en fait, quelqu'un m'a fait la réflexion et ma femme m'a dit, ouais, elle a raison, moi aussi, je trouve pas. Tu vois que c'est hyper aligné. Et du coup, j'ai bugué, tu vois, pendant un moment, pendant au moins une petite semaine quand même. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible, il faut que je trouve. Et à un moment, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le point commun de tous tes clients? L'hypercroissance, l'ambition, l'hypercroissance voulue ou en cours, tu vois. Hypergrowth. Et ok, du coup, Hypergrowth, on va tout changer et je vais tout namer comme ça va tout simplifier. Et au moins, on me connaîtra comme Kylian de Hypergrowth, tu vois. Là, t'es clair dans ton nom. C'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Ça annonce la couleur. Et t'as pas eu de problème sur justement la vision du marché ou des clients par rapport à ce changement de name? Non, honnêtement, ça a été plutôt bien. C'est vrai que j'en ai eu un peu peur. Mais au final, j'ai annoncé à mes clients tout de suite. J'ai des clients encore qui disent Prism Lab, tu vois. Je suis encore dans des groupes WhatsApp. Moi, t'étais encore nommé Kylian Prism Lab. Ah ouais? Ok, voilà. J'ai mis ton nom. J'ai encore ça. Mais sinon, non, au contraire. J'ai même...
Tu sais quoi, même honnêtement, bah, de toute façon, nos meilleurs mois de l'année ont été de septembre à décembre, depuis qu'on a Hypergrowth, en vrai. Ok. Donc je sais pas si c'est un lien de Tu causalité étais encore. hypergrowth toi-même. Voilà, exactement, je suis Hypergrowth moi-même. Mais je sais pas trop si c'est un lien de causalité, mais je sais que ça parle vachement plus. Et je pense que je reste plus dans l'esprit des gens aussi. Parce que du coup, vu que ma boîte s'appelle Hypercroissance, tu vois, Ouais, non, c'est clair. ça fait sens. Ça tape. Mm. Même si je trouve que Prism Lab, c'était aussi un nom stylé. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ok. Moi, j'aime bien les noms comme ça et chercher. J'ai beaucoup brainstorm avec les IA et tout pour des projets comme ça pour trouver des noms, mais à chaque fois il manque un truc. Enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile et c'est un peu le syndrome du débutant. C'est tu passes 10 000 années sur ton nom, sur ton logo, sur ton site web, alors que ça sert à rien. Sur ta bannière du client. Moi, ce qui me tue, c'est les bannières LinkedIn aussi. Les gens qui bloquent, c'est hyper bien. Hein. C'est hyper bien les bannières LinkedIn. Mais les mecs qui bloquent pendant genre une semaine sur purée, ma bannière LinkedIn n'est pas à jour. Ouais, bon, déjà, trouve des clients, tu vois, au tout début. Mais après, c'est des trucs, moi, j'ai fait, enfin, moi, le premier, hein, c'est pas du tout une critique. Parce que, tu vois, comme je te disais, ma newsletter, je crois qu'elle a eu 8 noms. Actif? Même mon podcast. Je suis pas si actif. Je suis pas si actif quand même. Hein. La base des newsletters. Ouais, les newsletters, en fait, c'est pas très régulier. Hein. Non, je suis pas très actif. Non. Mais t'en as pas besoin, donc ça va. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que t'avais orienté Prism sur l'impact. Ouais. En te voyant arriver, j'ai vu que tu avais le mot impact dans le dos. C'est quoi l'impact que tu veux avoir avec Hypergrowth? Et est-ce que tu travailles aussi avec tes clients sur cette métrique d'impact? Je sais que c'est un sujet qui te parle en plus, parce qu'en préparant, mais bon, je sais que c'est un sujet qui te parle un peu d'impact. Pour le coup, ouais, ce que je cherche avec Hypergrowth comme impact, c'est un peu stratégique dans le sens où j'ai envie, avec Hypergrowth, d'aider un maximum de dirigeants à y voir plus clair. Je trouve qu'en fait, quand tu as des sujets de... Ouais, c'est ça. Je pense que le vrai impact qu'on a auprès des dirigeants et que j'aimerais qu'on ait auprès d'un maximum de dirigeants, c'est leur apporter de la clarté dans leurs décisions. C'est pour ça qu'on est très data-driven, parce que la data, c'est quelque chose qui est très difficile à contrer quand même. Tu vois. Et notre but à nous, c'est de faire du grand nettoyage, concrètement, en interne dans un premier temps. Et après, de les aider, justement, à eux définir leurs objectifs et donc leur levier d'impact. C'est-à-dire, c'est quoi la mission que vous servez au final. Donc, du coup, tu me demandes d'ailleurs si on travaille sur ça. Le premier atelier chez nous, c'est vision-mission. Il s'appelle comme ça, tu vois. Okay. Donc, en gros, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta mission personnelle? C'est-à-dire, toi, Cédric, c'est quoi ta mission, déjà? Qu'est-ce que tu sers? Et tu vois, déjà, tout à l'heure, tu me disais comment on fait pour savoir par rapport à notre entourage, etc. Mais je te répondais qu'il faut se connaître. T'imagines même pas le nombre de gens qui ne savent pas me répondre à cette question, tu vois. Je ne saurais pas te répondre à cette question. Ouais, mais ça m'étonne pas parce qu'en fait, beaucoup de gens ne posent pas cette question et je pense qu'on ne pose pas assez cette question, tu vois. C'est pour ça que c'est la première question qu'on pose parce que l'atelier, en gros, d'ailleurs, tu sais quoi, quand on onboard quelqu'un, avant même que le call, enfin, ça dépend parce que des fois j'ai des calls d'onboarding avant, mais avant le premier call de kick-off, j'ai une experte qui passe en process com. Process com, c'est ta typologie de communicant. Et donc, en gros, elle te fait faire un exercice qui te permet de savoir quel type de communicant tu es et qui te permet, quand tu es des associés, de comprendre, du coup, les deux le font, donc comprendre comment vous pouvez communiquer ensemble et comprendre comment tu peux communiquer avec tes équipes, mais comprendre aussi comment tu aimes communiquer. Donc, ça t'apprend d'une certaine façon à te connaître un peu toi-même. Et nous, derrière, on vient du coup avec le kick-off. Derrière le kick-off, vision-mission. Et le but de la vision-mission, enfin de cet atelier, c'est de comprendre quelle est ta vision de toi-même, quelle est la mission que tu sers toi personnellement, quelle est ta vision de ta boîte, quelle est la mission que ta boîte sert. Du coup, est-ce qu'elle sert ta mission? Ça, c'est important parce que tu disais un truc tout à l'heure qui est très vrai. Très souvent, la boîte, quand tu l'as créée au tout début, tu as une vision et tu as une mission. Et voilà. Et dans le temps, quand elle se développe, ta mission personnelle, parfois, se détache de la mission de ta boîte. Ou inversement, la mission de ta boîte se détache progressivement de la tienne. Et donc, en gros, on a cette première étape. Et ça m'est déjà arrivé. Cette année, ça m'est arrivé qu'il y ait un associé qui sorte après cet atelier, enfin, qui comprenne qu'il a besoin de sortir. Okay. Parce qu'il est plus aligné du tout et qu'en fait, il a juste plus envie d'être dans la boîte alors que tout se passait très bien. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Hein. Il est sorti hyper OK et tout, mais il est sorti pour aller faire un tour du monde et tout, en gardant ses parts. Enfin, tu vois, c'est hyper carré. Ça s'est vachement bien fait. Mais c'est ce qui a permis de comprendre qu'en fait, c'était pas une bonne ressource pour la suite de l'aventure, à court terme en tout cas, et qu'il avait besoin d'avancer en perso. Et je pense que c'est un atelier important pour comprendre l'impact que tu as du coup. Tu vois, et l'impact que tu as besoin d'avoir. Et en fait, si on fait pas ça, on peut pas comprendre quels vont être les systèmes et quelles vont être les actions qu'on va avoir besoin de mettre en place, puisqu'on sait pas ce qu'on sert, tu vois, au final. Ouais, je trouve que on parle toujours de valeur, d'alignement, d'impact et tout, mais c'est des mots qui sont assez vagues et flous.
Et poser des éléments concrets comme ça, c'est très bien pour se visualiser. Ouais, mais tu sais qu'on se fout de ma gueule, hein. Tous mes clients Ah ouais se foutent. Mais tout le monde me dit, mais ma vision, je la connais, ma mission, je la connais. Moi, je dis, oui, non, mais on va quand même le faire. Mais c'est OK, tu vois, et c'est normal parce que c'est la première chose que tu fais. Enfin, tu peux pas aller dans n'importe quel incubateur du monde, ils vont te dire au tout début, c'est quoi ta vision, c'est quoi ta mission, même au tout début de ta boîte. Mais c'est hyper important quand tu es dans une phase de croissance, quand tu cherches à grandir, de réaligner tout. Et par rapport à tous les projets que tu as pu accompagner, c'est quoi un peu la data que tu trouves que les dirigeants ils sous-estiment dans la croissance de leur boîte? Qui regardent pas, tu veux dire la métrique vraiment Ouais, qui sous-estiment, ils se disent bon, on s'en fout de ça. Et en fait, c'est game changer. Est-ce que tu as vu Je suis très surpris du nombre de gens qui ne mesurent pas leur LTV et leur récurrent, globalement, qui cherchent pas de modèle récurrent. En fait, je suis très surpris de ça. Bah, peut-être parce que moi, je sais pas si ça répond bien à ta question, mais pour moi, c'est une data. Tu vois, ton taux de récurrence est hyper important. Ça dépend un peu des typologies de business, hein, en vrai. Ouais. Parce que tout ce qui est SaaS et e-commerce maintenant, mais surtout SaaS, tout ce qui est ça, c'est agence maintenant de plus en plus aussi. Mais en fait, ça, c'est agence beaucoup, c'est le récurrent qui regarde. Tu vois. Ce qu'ils vont pas regarder, c'est leur LTV, je trouve, beaucoup. Et surtout la LTV face à la cohorte. Je sais pas si tu vois ce que c'est une cohorte. Est-ce que tu peux expliquer? Une cohorte, concrètement, c'est un... je vais prendre un exemple de SaaS, c'est plus simple. Sur un SaaS, par exemple, les cohortes, c'est toutes les personnes entre 20 et 40 ans, par exemple, qui ont souscrit entre le 15 et le 30 décembre. Ok. C'est un écart type de personnes. Exactement. Et donc, cette typologie de personnes, c'est une cohorte. Et mesurer cette cohorte face à d'autres cohortes, enfin la LTV de cette cohorte face à d'autres cohortes, ça va permettre de comprendre est-ce que tu es sur une phase de croissance ou pas, est-ce que tu améliores ton produit ou pas. En fait, c'est aller un petit peu plus loin que la LTV toute seule. Si tu la confrontes à des cohortes, ça te permet de mieux définir concrètement qui est du coup ton persona vraiment cible, surtout ton buyer persona, de mieux comprendre ton buyer persona, de sortir des offres. Enfin, en fait, ça te permet de faire une multitude de choses. Si on va dans l'acquisition pure, ça te permet d'avoir des pages, des landing pages beaucoup plus concrètes sur des cohortes très spécifiques et donc de balance du media buying hyper spécifique, par exemple. Enfin, ça peut aller beaucoup plus loin. Tu peux sortir des offres spécialisées pour des cohortes et donc lancer du landing à fond là-dedans. Enfin, ça te permet juste d'être beaucoup plus pertinent et c'est de la croissance pure. C'est pas un truc que tu peux faire. Enfin, c'est pas un truc auquel il faut réfléchir au début. Par contre, dans la croissance, il faut carrément y réfléchir parce que c'est ce qui fait toute la diff entre une boîte qui fait 15 millions et une boîte qui en fait 50, en vrai, au final. Et je parle un peu pour les noobs d'entre nous. S'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui n'a pas du tout de data, comment tu fais pour te baser sur le passé et prendre des décisions suite de ça? Ouais, après, pas de data aujourd'hui, ça existe quasiment pas. Ok. Quand même. Après, ça m'arrive d'avoir des clients. J'essaye de voir quand même dans les clients qu'on a eu. En fait, pas de data du tout, zéro. Ça arrive pas parce que jusqu'à maintenant, on a quand même beaucoup accompagné de business plutôt évolué. Tu vois. On fait pas de primo business. Pourquoi que je dis une bêtise? Parce que du coup, cette année, j'ai fait un primo business. D'ailleurs, elle sera. C'est quoi un primo business? Enfin, j'appelle ça primo business, mais en gros, c'est sa première boîte. C'est une jeune de 20 ans qui a monté une boîte. C'est son premier business. La première fois qu'elle monte une boîte, etc. Donc, primo-entrepreneur. Et ça, je m'étais promis en 2024 de pas en faire. J'en ai fait une au final. Mais parce que coup de cœur pour la personne, coup de cœur pour la boîte et tout, et parce que je trouvais ça trop bien. Et en fait, du coup, elle, zéro data, forcément, parce qu'il n'y a rien à l'origine. Donc, zéro data. Mais là, c'est très cool parce que du coup, elle n'a pas les mauvaises habitudes non plus. Elle n'a pas les mauvais outils. Donc, c'est agréable parce que du coup, pour moi, c'est un peu comme quand t'embauches quelqu'un qui sait pas faire le métier au tout début. C'est pratique parce que tu peux un peu le modeler quand même à ta façon de travailler, tu vois. Quand t'es au tout début, c'est pas trop mal, tu vois. L'idée, justement, dans le temps, c'est d'en faire une ressource clé et pas de le virer et de devoir le refaire. C'est un peu con. Mais globalement, voilà, c'est un peu la même chose. Là, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ton dashboard data, c'est toi qui le construis. Tu le construis avec tes habitudes. Tu le construis avec tout ce que tu peux voir chez les autres. En plus, j'ai beaucoup d'e-commerce. Elle, c'est un e-commerce. Et j'ai beaucoup d'e-commerce. Donc, ça, c'est agréable parce que du coup, je vois des gros dashboards triple way sur des gros e-commerce, tu vois, on peut récolter grave de la data pour elle. La data que je récolte chez les autres qui sont dans la food, puisqu'elle est dans food and beverage, ça me permet, tu vois, ça fait des ponts avec elle. Du coup, elle part avec pas mal d'avantages en bossant avec moi. Du coup, vu que moi, j'ai beaucoup de data à lui faire redescendre. Ça frustre pas tes clients que tu utilises leur data pour d'autres projets? Non, du tout. D'une certaine façon, c'est un peu le jeu. Après, j'utilise pas leur data. Si tu veux, j'utilise leur data sans vraiment aller piocher dans leur data. Mais moi, je bosse avec eux au quotidien, donc je connais leurs problématiques. Tu vois. Et je constate, tu vois, les créatifs qui fonctionnent, les typologies de créatifs qui fonctionnent pas, les CTR sur les ads. Enfin, tu vois, je vois tout ce qui se passe. Et donc, du coup, et je regarde et je compare en direct. Et non, ça les dérange pas.
Pour une raison simple, c'est que déjà, ma boîte, elle est basée sur l'entraide. Moi, je connecte tout le temps. Tu vois, mes cafés croissance, par exemple, de base, ils sont pas du tout disposés, enfin, ils sont pas du tout ouverts à des business. Enfin, de plus en plus, on les tire vers des business à plus d'1 million, etc. J'ai été assez ouvert sur les différents, puisque même à Bali, il y en avait moins. Mais le concept du café croissance, c'est tu viens avec une problématique, mais tu viens aider les autres. Avant, tu vois, on va t'aider toi, mais tu viens aussi aider les autres à grandir. Et j'ai la même chose dans Hypergrowth. Le but, c'est de connecter les thématiques. Et en fait, ils ont tout intérêt à ce que ça les dérange pas, parce que je me sers des enfin, tu vois, c'est... Ouais, les autres aussi pour eux. Les autres aussi pour eux, donc globalement, voilà. Et bon, tu l'as un peu évoqué avant, mais je sais pas si tu as une autre histoire à nous raconter. J'imagine qu'avec toute l'expérience que tu as eu des projets avec des clients avec lesquels ça s'est mal passé. Ouais. Est-ce que tu as un peu un exemple et comment tu as géré la situation et quelles décisions tu as pu prendre à la suite de ça? Franchement, je pense que c'est dur d'avoir cette méthodologie hyper concrète dessus. Moi, j'ai un peu une... J'essaye de faire un truc toujours quand quelqu'un n'est pas content, un client qui est pas content. Enfin, déjà, je peux te raconter un truc, du coup, pour l'anecdote, puisque tu disais, est-ce que tu as un exemple? J'ai eu une cliente, particulièrement, en gros, une dame, en fait, qui avait fait carrière pendant très longtemps dans une grosse boîte de joaillerie et qui s'était lancée à son compte, qui a une compétence très spécifique dans une typologie de joaillerie super spécifique et qui s'était lancée à son compte, qui marchait plutôt bien, en vrai. Elle fait du verre de Murano, en vrai, je peux le dire. Elle fait du verre de Murano et il n'y a pas beaucoup de boîtes en France qui font ça. Donc, elle avait un gros marché. Et en fait, cette dame, ça a pas fité. Déjà, en fait, à l'origine, je voulais pas prendre le projet, donc je l'ai pricé très cher. Okay. Elle a accepté le devis. Je fais des fois aussi ça. Il a accepté. Oh merde. Et là, j'étais bon, ok. Et en fait, je voulais pas le prendre parce que j'étais dans une phase où je passais beaucoup de temps au Maroc, etc. Et le projet était elle a été en France, etc. Moi, j'aime bien voir mes clients. Tu vois, mes kick-offs, je les fais très souvent en physique. Okay. Je me déplace beaucoup pour aller voir mes clients. Je trouve ça pratique. Bref, et donc au final, au début, ça s'est très bien passé. Le seul truc, c'est que, en fait, au début, ça s'est très bien passé parce que tu as la confiance de la personne et elle se dit, vas-y, on va voir. Mais en fait, dans le temps, ça s'est pas bien passé pour différentes choses. C'est que quelqu'un qui a été... elle découvrait l'entrepreneuriat aussi. Donc, il y avait des actions qu'elle n'était pas prête à mettre en place. Il y avait un certain nombre de choses qu'elle n'était pas prête à faire. Moi, j'avais déjà cette posture un peu stratégique et donc j'essayais de mettre des choses en place au-delà de mon budget, ce qui a été une erreur après. Tu vois, maintenant, on a un programme où en fait, on met les choses en place à l'intérieur du programme, donc c'est nous qui payons. Okay. Ce qui est beaucoup plus pratique, tu vois. Parce que du coup, tu payes cher mon programme, mais après, tu payes plus rien. Et j'ai plus d'argent à aller chercher chez toi. Et donc, Par exemple, le Media Buying, c'est toi qui payes, non? Non, le Media Buying, c'est pas moi qui paye. Okay, non, Media Buying, parce que là, sinon, je perds. Là, je suis très perdant. Non, mais sur des verticales, par exemple, tout ce qui va être CRO, c'est nous qui payons. Tout ce qui est les auditeurs GPD, c'est nous qui payons. On fait beaucoup de choses, en vrai, on fait. Okay. Tout ce qui sur du Media Buying, si on fait un gros audit, par exemple, je sais pas, je te connecte avec une boîte de Media Buying qui va faire un gros audit, je vais payer l'audit, ouais. Ah, incroyable. T'as un budget à dépenser du coup par client, sur chaque client pour de la presta. Exactement. En dizaines de milliers d'euros pour le coup. Donc on a du budget. C'est pour ça que tu restes 1 an. Tu nous payes cher, mais tu sais pourquoi tu nous payes, tu vois, au final. Et c'est toute l'idée. Parce que derrière, en fait, t'as des experts qui viennent et qui poussent des sujets. Et en fait, ça, typiquement, c'est, tu vois, comment j'ai rebondi dessus avec un programme beaucoup plus carré, justement. Au final, tu vois, mais des années après, hein, au final, parce que c'était là, je te raconte ça, c'était sur ma boîte, c'était sur Kima et ça devait être il y a 3 ou 4 ans. Tu vois. Okay. C'était ma boîte d'avant. Et en vrai, ça m'a marqué par rapport à comment ça s'est terminé. Parce que du coup, cette dame avait des connexions. Elle bossait avec le Palais du Roi, au final, un peu au Maroc. Donc, il y avait des connexions avec le Maroc et tout. Et j'ai bossé pendant 1 an avec elle. Et en fait, ça s'est dégradé assez vite, au bout de 3-4 mois. Mais elle avait un gros budget. Et du coup, elle m'avait payé très cher, en avance, etc. Parce que ça avait été plutôt un smart move, mais j'ai regretté de fou après parce que du coup, je l'avais loqué. Lié au client, J'ai voulu la rembourser des dizaines de fois, elle a rien voulu savoir. Et en fait, la plus grosse erreur, je pense, là-dedans, ma plus grosse erreur, ça a été le brief de départ. Ok. Elle avait des attentes, tu vois, que moi, je n'avais pas les compétences d'aller là-dessus. Et moi, je voulais adresser le sujet d'une façon avec des actions qu'elle n'était pas prête à mettre en place, en gros. Et donc, du coup, ça s'est soldé par un sacré échec. Elle a voulu me poursuivre, etc. Enfin, c'est parti en live. Okay. Et voilà. Et en gros, comment j'ai géré, j'ai pleuré. Non, je rigole. non, je rigole. Mais je lui ai dit, en fait, j'ai géré. Je suis allé la voir et on a fait des multiples rendez-vous. J'ai essayé de délivrer le plus possible. J'ai perdu énormément de temps. J'ai raté des dizaines de contrats à cause de ça parce que j'avais plus de temps.
Et je m'y suis mis moi-même. J'ai essayé de déléguer plein de fois des mecs dessus, ça n'a jamais fonctionné. Enfin, au tout début, je me suis dit, je vais refiler le bébé. Ok. Ce qui est une très mauvaise idée, en vrai. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Et voilà, au final, on s'est quittés pseudo bons amis parce que j'ai surdélivré. On lui a livré tout un site, etc. Ok. Au final, tu vois, franchement, elle m'a coûté presque le double, tu vois, de ce qu'elle m'a rapporté. Ok. Mais voilà, c'est le jeu, quoi. C'est comme un Incroyable, mauvais ouais. recrutement, ça te coûte plus cher que ce que ça te rapporte. Ouais, un mauvais client te coûte Ouais. plus cher que ça se rapporte. Et aussi, ce que j'ai analysé avec le temps, c'est une mauvaise vente te prend beaucoup plus de temps, même si elle est validée, dans le sens où si tu survends, Ouais. après l'opérationnel, ils en bavent et tu perds en fait tellement plus de temps parce que l'opérationnel pourra prendre moins de clients parce qu'ils doivent gérer des problèmes et des promesses qui sortent du scope. Et du coup, en fait, t'es beaucoup moins rentable à juste prendre ce client Ah, de que fou. de lui dire non, en fait, c'est Carrément. pas comme ça, quoi. Tu sais, moi, il y a un enseignement que j'ai, c'est qu'en fait, il faut vraiment que les clients. Des fois, tu as des clients qui signent en ne comprenant pas à 100% la valeur que tu as ou que tu peux apporter. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, tu sais, c'est en mode. Déjà, maintenant, les clients qui discutent les prix, moi, c'est C'est no go. no-go direct. Tu vois, c'est en mode. OK. Et même s'ils me demandent à bosser, je dis non, on peut pas bosser avec toi. Désolé, parce qu'en fait, c'est pas notre méthodologie. Tu vois. Typiquement, je te racontais tout à l'heure un gars là pour mon café croissance qui m'a dit oui, je sais pas si ça vaut 250 € parce qu'il y a pas mal de gens relativement jeunes. On parle de 250 €, tu vois. Le mec, il fait un peu plus d'1 million de chiffres. Et si tu veux, c'est une question de, pour moi, en fait, même aujourd'hui, tu veux venir, je veux pas. Parce que, Ok. tu vois, c'est contre-productif. En fait, si t'arrives pas à comprendre la valeur d'un Tu vas événement, tout remettre en tu question. vois, exactement. Mm. Forcément, ça va être flingué. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est fais-moi venir gratuitement cette fois-ci pour que je vois si c'est à la hauteur de mes attentes. Mm. Mais qui es-tu? Tu vois, c'est Ok, quand même, ok. c'est ouf, tu vois, le message caché de ce genre de truc. Et ça, c'est assez ouf. Et c'est ce qu'on te demande aussi dans des. Je trouve que pour moi, quand on te demande une ristourne, tu vois, sur le prix de ton accompagnement, c'est un peu une façon de dire je comprends pas pourquoi ça vaut autant. Pour moi, si tu comprends pas la valeur que je t'apporte, c'est que je peux pas t'en apporter. Tu vois, tu la comprendras jamais si tu la comprends pas au début. Donc, tu seras forcément un peu insatisfait, quoi. Je pense qu'il y a de ça, mais il y a aussi vraiment des gens qui, financièrement, c'est compliqué de financer ça. Ouais. Et ils font pas ça parce qu'ils comprennent pas la valeur, mais parce que, en fait, juste financièrement, ils veulent bosser avec toi, mais c'est chaud. Ouais, mais ça, c'est différent. Et la démarche est différente, c'est vrai, Ouais. parce que je le pense, parce que je l'ai fait avec deux prospects là, avec qui on a signé en décembre. Et tu sens qu'ils sont pas de mauvaises intentions. Et donc là, moi, ça me dérange pas de faire des ristournes, mais cette ristourne, elle doit être compensée par un acte de son côté. Par exemple, c'était OK, mais tu payes tout one shot. Ouais. On ne fait pas de mensualité. Donc, voilà. Mais complètement, mais ça fait sens. Mais t'as raison, il faut équilibrer. C'est sûr qu'il y a aussi de ces gens-là. Et au contraire, il faut aider. Tu vois, à ce moment-là, il faut te dire, mais ouais, bien sûr, carrément, tu vois, on fait comme ça. Moi, j'ai même tu vois, typiquement, je marche qu'au prélèvement automatique. Normalement, rien ne commence tant que tu n'as pas à renseigner tes informations. Et là, en janvier. Très bon move. Là... Faites ça, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est important, vraiment. Ça, c'est important. D'expérience, c'est important. Et pour le coup, il y a là, premier mois, enfin là, on est le 15, 16, 15 16, ouais. 16. Oui, en plus, j'ai écrit 16 hein, sur mon... On est le 16 et tu vois, on a signé 6 clients, là, du coup, depuis le début du mois. C'est très cool, moi, je suis très content. Et sur 6, on en a 3 qui sont pas en prélèvement automatique et qui payent en fin de mois. Et en fait, dans les 3 cas, je devrais pas dire ça filmé, parce que du coup, mais c'est pas grave. Non, mais dans les 3 cas, je l'ai fait parce que j'ai envie de bosser avec eux. Je sais qu'ils ont envie de bosser avec moi et qu'ils captent grave la valeur. Tu vois. Mais c'est plus une question de, dans un cas, c'est les process internes, etc. C'est le comptable qui gère et c'est en mode, t'inquiète, t'envoies la facture, c'est automatique, c'est bon, c'est réglé. Donc peu importe. Et dans les 2 autres cas, c'est plus une question de, en fait, en fin de mois, on perçoit toutes nos mensualités et donc c'est plus simple. Non, ils sont en prélèvement automatique par contre. Mais voilà, tu vois. Et le prélèvement automatique, ouais, c'est un smart move parce que ça te sécurise de malade. Hein. Ok, nice. Bon, pour switcher, je voulais te montrer une petite vidéo. Je pense que vous voyez la cam, on la fera passer. Ah ouais, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Oh, l'enfer. Ouais. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Ah ouais. La trottinette et tout. Putain, trop drôle. Il n'y avait pas beaucoup de barbe. Ouais, mais là, j'ai 20 ans. Hein. T'as 20 ans? C'était il y a 10 ans, mais non. Non, je dois être un peu plus vieux quand même. Attends, C'était en dernière année de master, j'ai vu la vidéo. Ah ouais? Ouais. Ah putain. Je te cache derrière ton micro et ta gourde. Vas-y, j'assume. Tu sais que ça, c'est mon meilleur pote. Ok. C'est mon meilleur pote. Et là, le plan sur le téléphone, il est master. Non, mais c'est énorme. Mais t'as pas vu la fin? Ouais. Ça, c'était pour Bicolibri. Putain, j'adorais cette boîte.
Et Ouais. encore à la fin, tu vas voir à la fin, là, je fais de la trotte et tout. Ouais, tu Ah vois, ouais. là, ils vont faire de la trotte dans tout Paris et tout. Ouais. Et donc, c'est quoi ce projet? Est-ce que c'est ton premier projet? Non, c'est pas mon. Alors, c'est mon premier projet. C'est un projet en master. En fait, j'ai fait un master où il fallait monter un projet dedans. Donc, c'était mon projet de master. J'avais déjà une boîte en parallèle à côté. Ok. Mais cette boîte-là, en vrai, j'ai eu beaucoup comment dire, pour moi, elle avait beaucoup de potentiel. Et c'est la première boîte où je me suis dit, c'est ultra scalable. Si j'arrive à faire quelque chose, Ok. c'est ultra scalable. Et en gros, c'était un peu un. Enfin, c'était pas un peu, l'idée, c'était de devenir un peu, en fait, concepteur de solutions tech pour mesurer l'engagement des collaborateurs en interne. Et en vrai, on a eu grave de la chance parce que, en fait, moi, à ce moment-là, j'avais fait un stage l'année d'avant dans une boîte qu'en vrai, j'allais citer, mais que je ne peux pas citer, surtout pour ce que je vais dire après. Donc, dans une grosse boîte. Ouais. Et en fait, ce qui m'avait vraiment choqué dans cette boîte, c'est que toutes les enquêtes de satisfaction étaient genre à 91% de satisfaction. Mais quand tu discutais avec les gens, genre les mecs qui faisaient 25 burn-out par an, Ok. mais c'était hallucinant vraiment. Genre Ouais. quand tu voyais les chiffres, tu disais, mais attends, c'est décorrélé complètement. Et moi, je faisais mon stage, si je me trompe pas, je crois c'était le directeur commercial de la boîte. C'est un gros groupe, hein. Il y avait 800 personnes Ok. à Paris. Donc c'est vraiment un gros groupe. Et du coup, j'ai de la chance parce que je côtoyais vraiment le haut du panier, on va dire, de la boîte, les cadres vraiment supérieurs. Et en fait, eux étaient en mode, c'était vraiment free life, mais vraiment, eux, Ok. ils s'éclataient, tu vois. Mais moi, comme j'étais pas du tout un cadre, ben, je parlais avec tout le monde. Enfin, tu vois, j'étais beaucoup plus terre à terre, je pense, avec les collabs. Et en fait, ce qui est ouf dans cette boîte, c'est que tu as des shifts de jour et des shifts de nuit. Et les shifts de D'accord. nuit, ils avaient un taux de churn de 47% par an. Ok. Et que c'est C'est la énorme, moitié tu vois. qui Sur se un barre. gros groupe, tous les ans, t'as la Ouais. moitié de la boîte qui se barre, il faut réembaucher. Et je me disais, putain, c'est incroyable. Et du coup, je m'étais hyper rapproché de la DRH avec qui j'avais discuté. Et quand il y a vu les résultats, parce que j'avais passé 6 mois chez eux, je crois, et quand il y a eu les résultats, c'était la fin de mon stage, je dis, mais attends, c'est un truc de ouf, ça. Comment t'as 91% de. Elle me dit, mais tu sais qu'on n'a aucune enquête depuis 10 ans qui a révélé moins de 90% de satisfaction. J'ai dit, ouais, non, mais moi, je vous dis, les gens, ils rentrent dessus. Et effectivement, en fait, les mecs rentrent dessus. Tu sais, c'était des enquêtes de satisfaction qui faisaient genre 20 pages. Ouais. Donc, toi, tu rentres, déjà, t'as la pression du taf. En plus, bref, tes conditions de travail, bref, et tu cliques. Ah, Ça t'enchaînes. n'a rien de spontané, ça enchaîne, c'est l'enfer. Donc, du coup, on s'était dit, ben, on va créer des outils qui permettent de mesurer l'engagement des collaborateurs, mais au quotidien. Et en fait, l'idée, c'était de diagnostiquer. J'avais déjà un peu cette logique de diagnostic, Ouais. tu vois, de diagnostiquer et derrière d'avoir un réseau d'experts, mais plutôt d'experts autour de la psychologie, tu vois, du yoga, de trucs un peu autour du bien-être, pour pouvoir mettre en place des ateliers dans les boîtes, etc. Et donc, en fait, on a fait pendant 2 ans un truc avec eux. BNP Paribas aussi, et ça se passait bien chez eux, donc ça va, je peux les citer. Et d'autres trucs, mais en fait, on s'est vite rendu compte que d'une certaine façon, on aidait. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, on allait adresser le sujet d'une autre manière et qu'on allait plutôt aider les DRH à avoir de bonnes raisons de virer les gens plutôt que l'inverse. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est. Alors, c'est pas ouvertement ce qui s'est passé, mais je me rendais compte qu'en fait, l'outil partait dans le mauvais sens. Mhm. En vrai, j'allais dire assez vite, mais pas vite parce que j'ai mis 2 ans à m'en rendre compte. Déjà, c'est la boîte que j'ai le mieux planté parce que Ok. j'avais fait un emprunt, j'avais levé un peu d'argent. Enfin, c'est la boîte où vraiment j'ai fait le plus d'erreurs de toute ma vie, je pense. Et aussi parce que déjà, j'ai développé l'outil pour moi. Donc, en fait, au final, au tout début, il correspondait à personne. Après, il correspondait au DRH. Mais du coup, la vérité, c'est que les gens qui devaient l'utiliser au quotidien, c'était pas les différents membres des ressources humaines, mais plutôt les employés, tu vois, les salariés de chaque boîte. Et donc, ça n'a pas du tout fonctionné. On s'est craché, mais mal. Hein. Et j'ai fait une dépression après ça. Ah ouais. C'est la seule boîte où j'ai fait une dépression. Enfin, je sais pas si vraiment dépression, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai vraiment pas été bien pendant plus de 6 mois, tu vois, entre 6 mois et 1 an. Et ça a été dur de fou parce que j'avais mis beaucoup d'espoir, tu vois, dans différents trucs. Ouais, Parce que je suis sorti avec un emprunt en perso Ouais. que je devais rembourser. Et ça m'a mis la niaque en vrai derrière. Je pense que j'ai réussi des boîtes derrière grâce à ça. Parce qu'avant, moi, j'ai grandi dans un environnement très cool, tu vois, hyper sain, des parents trop cool, etc. Pas du tout hyper riche, tu vois, pas du tout, bien, genre, tu vois. Mais je trouve que t'as besoin pour être un bon entrepreneur d'avoir cette niaque, tu vois. Et tu l'as quand t'as une frustration
lié à ton écosystème familial. Moi, je l'avais pas. Donc, je vais pas faire semblant, tu vois. Mais je l'avais pas du tout. Mais planter cette boîte et vraiment me retrouver au fond du trou, tu vois, ça m'a mis une niaque de ouf, je pense, pour la suite. Et j'en ai eu besoin, je pense, Ok. pour réussir des Tu trucs. penses encore aujourd'hui des fois? Ouais, tu penses que j'ai encore cette niaque, tu veux dire? Ouais, ça te revient des fois? Ouais, je pense pour différentes raisons. Tu vois, je pense que maintenant, t'as d'autres phases, mais déjà, je veux pas me retrouver là-dedans. Après, maintenant, j'ai un autre écosystème aussi où il y a un moment où je pense que tu brises. En fait, il faut casser des plafonds. Il y a des plafonds, quand tu les casses, tu te dis, je peux plus faire marche arrière. Et c'est une sorte de motivation aussi. Après, aujourd'hui, c'est différent et je pense que j'ai plus ce sujet de lâcher prise parce que je sais créer de l'argent. Mhm. Et ça veut pas dire que je fais des millions, hein. Ça veut juste dire que je sais que je serai pas dans la merde, tu vois. Je sais comment créer de l'argent. Et aujourd'hui, le sujet, c'est plus de développer son réseau. Et si tu veux, j'ai pas une quête d'être multimilliardaire. Je me dis que il faut faire des millions, c'est cool, tu vois, parce que du coup, ça te met à l'abri, ça te sécurise plein de trucs et tout. C'est plus ça ma vision. Et comme je stresse pas, je sais que j'y arriverai. Donc j'y repense juste pour me dire, rappelle-toi. Tu vois, rappelle-toi quand même de cette leçon, ça t'a mis mal, tu vois. Et il faut pas que ça te réarrive. Tu vois. Si je plantais Hypergrowth, je serais pas comme ça, tu vois. Mhm. Enfin, j'ai planté 10 boîtes derrière, hein, quand même. Ouais. Donc, tu vois, heureusement. Donc, ouais, j'apprends ça et du coup, que tu as été dans une phase de dépression. Ouais. Moi, en fait, je sais pas comment c'est parce que j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vécu. Ouais. Comment tu te sens et comment est ton quotidien quand tu es dans cet état d'esprit? Tu ne trouves pas de bonheur, tu trouves du bonheur dans rien, en fait. Et c'est pas un truc où tu te sens malheureux, tu te sens pas, en fait, tu vois. C'est juste, tu te sens vide. Enfin, moi, je me sentais vraiment vide. Mais en fait, c'est une perte de repères. La dépression, c'est une perte forte de repères qui fait que tu n'arrives plus à te raccrocher, en gros, à rien, au final. Enfin, ou à peu de choses. Et moi, ma mère a eu un move très smart, ça a été de me dire, reviens. Tu vois, donc mes parents vivent au Maroc. Enfin, maintenant, plus à 100%, mais bref, vivent au Maroc une bonne partie de l'année. Et ma mère a eu ce move de me dire, écoute, ça sert à rien là-bas, tu broies du noir, tu vois, reviens. Smart, parce que ça te ramène ça à tes repères, etc. Moi, j'ai grandi là-bas, donc plus tes parents, c'est tes parents, donc même s'ils te saoulent, tu vois, globalement, c'était des bons repères. Et même là, tu vois, t'as du mal à... En fait, ce qui est un peu ouf dans le côté dépressif, c'est que, ouais, tu vois du bien nulle part et tu broies beaucoup du noir, tu ressasses le truc, tu vois, tout le temps. Et en fait, t'as du mal. Je pense que c'est une perte de repères et c'est une incapacité à expliquer le pourquoi. Donc, tu vois, je vais en revenir à un autre truc. La dépression, elle s'arrête quand tu lâches prise. Tu sais, en vrai, je sais que je répète beaucoup ce mot, mais au final, je trouve que c'est une solution à plein de trucs. Ouais, lâcher prise. Mais ouais, c'est la solution à beaucoup de choses. Et ma mère, elle est très bien-être, truc holistique, etc. Tu vois. Et pas du tout une entrepreneuse, pas du tout. Tu vois, c'est pas du tout mes parents qui m'ont apporté ça. Mais ma mère, elle m'a apporté ce côté perso, holistique, bien-être et tout. Parce que, en fait, c'est quelqu'un de très, je pense, enfin, je sais pas, c'est pas nerveux, mais je dirais pas nerveux, mais elle a beaucoup de, tu vois, genre assez, déjà, elle a un fort caractère. Des mais en plus, énergies. ouais, elle a beaucoup d'énergie. Si, elle avait un côté peut-être un peu nerveux, pas volontaire, tu vois, mais c'est comme ça, c'est dans son caractère. Et en fait, elle s'est mise au yoga. Et le yoga, c'est de la respiration, uniquement. Donc, tu peux aimer ou ne pas aimer les postures, etc. Peu importe, tant que tu as compris le principe des respirations, foncièrement, tu as compris le fond du yoga. Et ça, c'est une sacrée règle de lâcher prise. Tu vois. Ok. Peu importe ce qui se passe, si tu te mets à respirer, tu te réalignes naturellement. Si tu respires vraiment profondément, et d'ailleurs, tu te rends compte en apprenant en faisant un peu de yoga, etc., qu'en fait, tu sais pas respirer. Enfin, il y a très peu de gens qui respirent bien naturellement. Et ça, tu vois, typiquement, je pense que ça m'a vachement aidé à ce moment-là. Parce que du coup, je voyais ma mère faire du yoga tout le temps et que moi, j'avais rien à faire. Donc, du coup, je faisais ça. Tu vois. Moi, j'en ai pas beaucoup fait en vrai, mais je me suis plus ouvert à ce genre de truc. Et ça, c'est cool. Ça t'aide, tu vois, dans des moments critiques. Se rapprocher des proches qui sont alignés avec tes valeurs. De ouf. Et respirer. En fait, respirer, ça te réaligne avec toi-même. Tu te rapproches de toi, tu recomprends le pourquoi. Et se rapprocher des proches, c'est important parce que ça te rappelle pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais, que c'est pas la fin de ta vie. Tu vois. J'avais 23 ans, tu vois, quand ça m'est arrivé.
Enfin, heureusement qu'à 23 ans, j'étais capable de me relever, quoi. Enfin, qu'il fallait que je me relève. Incroyable. Bah, merci pour cet insight. D'ailleurs, tu es récemment devenu papa, tu l'as dit au début. Ouais. Félicitations, encore Merci. une fois. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'entrepreneur d'avoir une fille? Le temps. Dans ma vie d'entrepreneur, ouais, la répartition de mon temps. Et la répartition de mon temps, je pense que je l'ai eu au bon moment parce que j'étais entrepreneur pour les bonnes raisons, déjà. Donc, du coup, ça n'a pas changé grand-chose. Dans le sens où Ok. j'entreprenais déjà, je pense, pour les bonnes raisons. Et puis, quand tu as un enfant au début, bon, si, le temps, forcément, plus peut-être de la fatigue. Mais après, moi, j'ai de la chance parce que dans mon modèle d'entrepreneuriat aussi, je travaille beaucoup de chez moi. Enfin, tu vois, j'ai mon bureau chez moi. Enfin, on a des bureaux à l'extérieur, mais moi, je passe le plus clair de mon temps chez moi. J'aime bien être dans ma bulle et tout. Donc, en vrai, tu vois, c'est pratique parce que quand tu as un bébé en bas âge, tu as envie de passer du temps avec. Donc, franchement, ça n'a pas trop changé. Puis, tu vois, on était à Bali ensemble 2 mois après. Donc, tu vois, finalement. C'est une de mes questions. Ok. Finalement, ça n'a pas vraiment hyper impacté ma vie. Mais après, ça change ton why quand même, tu vois. Ouais. Et moi, pas tout de suite. Mais là, du coup, c'est plus du perso, c'est pas vraiment de. Ouais. Après, pour moi, de toute façon, ma vie d'entrepreneur et ma vie de Kylian, tu vois, et de père sont très corrélées, en vrai. Mais ça change ton why quand même. Ton why, ouais. Ouais, quand même, c'est obligé. C'est plus la dépression qui est ton why, mais c'est ton enfant. Ça joue, ça se rajoute à ton why, tu vois. Tu te dis, je pense que j'ai plus peur de l'éducation de ma fille, forcément, que de monter ma boîte, tu vois. Et je pense que c'est plus difficile de bien éduquer un enfant que de créer une boîte à 100 millions. Ok. Pour moi. Et donc, franchement, ce que ça a créé, ce que ça a changé, c'est juste que je me suis fait beaucoup plus enfin, je me suis beaucoup plus, pas pris la tête, mais j'ai beaucoup plus de sujets en tête. T'as beaucoup de craintes par rapport à ça? J'ai pas trop de craintes. En fait, ce qui est très cool, c'est que j'ai grave confiance. J'ai pas de crainte parce que j'ai confiance en moi et en ma femme. Et je pense que ça, c'est hyper important parce que je le vois dans les gens qu'il y a autour de nous, tu vois. Nous, on s'est bien, franchement, jour J, on s'est bien trouvé, tu vois, dans le sens où on est hyper aligné sur plein de choses, donc ça t'enlève des craintes. Tu vois, quand déjà t'es aligné, quand t'es en confiance avec la personne, que t'es pas dans la contradiction, etc. Moi, je vois des couples qui ont des enfants en bas âge et qui sont déjà pas d'accord, tu vois, sur, je sais pas, où est-ce que tu le places pendant qu'on dîne, tu vois, où est-ce que tu mets la poussette, enfin des trucs débiles, comment on va l'habiller, etc. Ça, c'est con, mais ça existe, tu vois. Et si tu commences par là, c'est compliqué. Tu vois. Après, les gros sujets. C'est compliqué. Donc ouais, non, j'ai pas de crainte. Après, j'ai des craintes plus externes que des craintes internes. Ok. Bah ouais, parce que est-ce que tu peux les gérer, ces facteurs externes, comme dans ton business finalement? Et il faut lâcher prise encore une fois, tu vois. Mais je pense que tu peux pas les gérer, par contre, tu peux les encadrer un maximum. Ou tu peux limiter certains trucs. Parce que, en fait, ton rôle, c'est pas de créer un enfant à ton image, c'est de laisser, tu vois, ton enfant être à sa propre image. Donc, comprendre son image, c'est pas simple, déjà, je pense, tu vois, c'est une première phase. C'est pour ça que j'ai pas de crainte, parce que je sais pas, en fait, tu vois, qui elle va vouloir être, comment elle va vouloir être, est-ce qu'elle va avoir envie d'aimer les hommes ou d'aimer les femmes, par exemple, tu vois. C'est con, mais du coup, je projette pas, tu vois. Et ça changerait rien, foncièrement, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je projette pas trop sur ça. Je sais pas où je vivrai exactement, donc je peux pas me dire. Par contre, j'anticipe des choses, tu vois. Par rapport à ma vie réelle, je me dis comment est-ce que je vais pouvoir. En fait, ma plus grosse crainte, c'est d'être un bon père. Tu vois, enfin, je sais pas comment t'expliquer. D'avoir une bonne posture face à elle. C'est quoi un bon père pour toi? Un père qui écoute. Je pense, tu vois, qui écoute, qui reste hyper à l'écoute et qui essaye de servir. En fait, un enfant, tu le sers. Tu vois. Je pense que quand tu as cette logique de te dire je vais servir mon enfant tout en lui posant un cadre, le cadre qui te paraît important, et d'être ouvert à une flexibilité dans ce cadre, je pense que tu as peu de chances d'être un mauvais père, même si tu n'es jamais un excellent père. Moi, mon objectif, c'est juste de ne pas être un mauvais père. C'est déjà pas mal en vrai. Mais du coup, tu as toujours des trucs que tu fais mal dans tous les cas. Tu vois. Genre, y a toujours un truc, on a toujours un truc à reprocher à nos parents. Donc déjà, je me bats pas avec l'idée qu'elle me reprocherait des trucs, parce qu'elle m'en reprocherait sûrement des dizaines. Mais l'idée, c'est plus de me dire, d'être ouvert à ça, tu vois aussi, qu'elle me reproche des trucs, et d'essayer de me dire à quel point est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de l'immaturité par rapport à son âge, à un instant T. Après, j'anticipe le fait qu'elle interagisse avec moi, donc déjà, tu vois, il y a du chemin jusque-là. Mais globalement, déjà, il y a des sujets où je me dis, déjà, rien qu'à cet âge-là, tu as déjà des sujets de, tu vois, est-ce que quand tu voyages avec elle, comment tu fais, il y a plein de sujets, donc il y a plein de craintes, tu vois, les maladies que tu peux avoir, les machins. Mais globalement, c'est pas des craintes ancrées, parce que moi, je suis très
la vie va. Enfin, tu vois, Ouais. vivons et puis on gère, tu vois, sur le moment. Tu vois, à Bali, on a fait un truc qu'il faut pas faire du tout, mais on a fait du scooter avec elle en porte-bébé. C'est inconscient de fou. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. C'est justement, moi, ça m'avait choqué. Je t'avais direct posé la question. C'est t'es parti un mois full à Bali avec du coup ta copine ou ta femme? C'est ma femme. Ouais. Ta femme. Ouais. Félicitations. Oui. Enfin, alors, je vais me corriger parce qu'elle va me tuer, mais on n'est pas mariés, on n'est paxés. On n'est Écoute paxés. bien ce passage. On n'est paxés, mais moi je considère que c'est ma femme, c'est la mère de ma fille, tu vois. C'est ma femme, c'est juste un détail, tu vois, le mariage. Il faut qu'on ait le temps aussi. Je connais ma femme, il va falloir du temps pour organiser le mariage. Prends le temps. Tu changeais de résidence un peu tous les 4-5 jours avec un nouveau-né dans un pays pas sous-développé, mais bon, c'est pas les meilleurs hôpitaux du monde qu'il y a sur l'île de Bali. Ouais. Je pense que la majorité des nouveaux parents, même des gens, vous ont dit vous êtes fous, vous êtes malade de partir avec un nouveau-né sur ça, avec l'insécurité médicale à 15 heures d'avion de chez toi, etc. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision et comment t'as géré au quotidien? Comment c'est passé? Pour la petite histoire, je pense que pour comprendre pourquoi on pense comme ça, il faut comprendre comment on pense tout court, à la base, tu vois. Marion, du coup, quand elle est tombée enceinte, nous, on ne sait pas du tout. Si tu veux, même toute sa grossesse, déjà, elle l'a hyper bien vécue. C'est important, c'est pour ça que c'est très important pour l'histoire, c'est pour ça que je commence par là. Elle l'a très bien vécue et on ne s'est jamais trop pris la tête par rapport à comment ça se passe. Enfin, c'est peut-être aussi le fait qu'elle l'ait bien vécue, mais on a toujours été très chill, tu vois. C'est en mode, quoi qu'il se passe, on gère sur le moment, tu vois. Et en fait, pour la petite histoire, on est parti à Bali. De base, on devait aller au Nicaragua pendant sa grossesse, sauf qu'il y a eu des complications. Et ces complications nous ont empêchés de voyager. Et même dans ces complications, on s'est dit, bon, ok, peu importe, on va partir au Maroc à la place de partir au Nicaragua. Et on verra, s'il y a un problème, on gère sur place. Et c'est ce qui fait, ça explique beaucoup notre façon de penser. Et donc, du coup, derrière, on n'a pas fait au final Nicaragua, on est parti au Maroc, mais on a prévu d'aller à Bali pendant un mois. On savait qu'elle serait petite et qu'elle avait 2 mois. En fait, en vrai, si on avait pu, on serait même parti avant. Ok. C'est juste qu'on s'est dit, un mois, c'est trop tôt. Il faut le temps aussi que, il fallait que ma femme elle puisse se remettre aussi, tu vois, de toute cette phase-là. Et puis, faire le passeport, enfin bref. Au final, pourquoi on l'a fait? Parce que on part du principe que on ne doit pas s'adapter à notre enfant, mais notre enfant doit s'adapter à notre mode de vie. Ok. Et ça tiendra dans le temps. On va s'adapter à elle à plein de moments, tu vois. Mais je pense qu'il y a tout un temps où t'as pas besoin t'as pas besoin de t'adapter à ton enfant. Faut pas que ce soit une limite pour toi. Et nous, cette promesse, on se l'était faite, tu vois. Ce sera jamais une limite, ni dans nos carrières, ni dans nos machins. Au contraire, tu vois, elle va participer à tout avec nous. À part si plus grande, elle veut pas, tu vois. Et après, oui, par contre, tu changes de façon de voyager. Ça, c'est certain. On voyage pas en galère, tu vois. Ça, c'est sûr. Pas rentrer dans les détails, mais en gros, on fait en sorte de voyager dans les meilleures conditions possibles. On fait des arrêts fréquents, on loge dans des endroits, tu vois, aussi qui sont préparés pour, tu vois, où on sait que. Donc, on est adapté. Après, avant de partir, on savait où étaient tous les hôpitaux possibles. Et surtout, ce que je vais dire, alors c'est pas du tout pour paraître prétentieux, mais il y a un côté aussi où on a une tranquillité d'esprit, fait qu'on sait qu'on a les moyens de réagir vite. Et c'est juste notre règle, tu vois, c'est dans le sens où, en fait, les gens ont peur parce que quand s'il se passe quelque chose, en fait, souvent, les gens réagissent pas vite, tu vois. Et c'est pour ça que tu as peur, parce que tu sais pas comment tu vas réagir. Nous, c'est juste qu'on s'était dit, s'il y a le moindre truc, c'est avion direct, et Jakarta, Singapour, etc., où qu'il faille, et sans compter. Tu vois. Ok. Et ça, je pense que c'est une tranquillité d'esprit qui te permet de te dire, je me barre, s'il y a le moindre problème, c'est direct. Et donc voilà, après, on a des médecins en contact. Enfin, Marion, elle est dentiste, mais donc, bon, elle a des bases, mais après, on a des réseaux de contacts, etc., où on sait qu'on peut avoir de l'info facilement. Mais c'était trop cool, Bali. Et du coup, comment tu l'as vécu au quotidien avec un nouveau-né? C'était trop bien, on en a vachement profité. Moi, c'était pas du tout ma première fois à Bali. Après, ce qui a été compliqué, c'est en fait, au début, quand même, on s'était dit, pour pas paraître complètement irresponsable, au tout début, quand même, on s'était dit, on va partir avec la poussette. Donc, on est parti avec le cosy et la poussette. En plus, on a une très grosse poussette. Je sais pas si tu l'as vu, mais. C'est une Lambo. C'est un Urus. C'est un. Non, même pas. Ça pourrait grave. Non, ça aurait été trop bien, ça. Non, mais même pas. Mais c'est une grosse poussette. Et ça, en vrai. Franchement, moi, j'avais peur au début pour les avions, mais zéro sujet dans les avions. Ils sont hyper habitués, en fait. Donc, ça, c'est. Après, on a voyagé. Enfin, bon, bref, c'était hyper bien organisé, tout ça. On a eu zéro problème, même dans les transferts entre avions, parce qu'on a eu
À l'aller, on est parti de Bordeaux, on a fait Bordeaux-Lisbonne, Lisbonne-Munich, Munich-Bangkok, Bangkok-Bali, quand même. Ça. Bon, Il y avait pas plus simple. Non, en plus, en fait, moi, je partais faire un semi à Lisbonne, que j'ai pas fait au final, en plus, mais bon. Et donc, du coup, voilà, nos billets étaient comme ça. Mais ouais, dans les... Ce qui a été ouf, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est l'efficacité des gens, enfin, des gens des aéroports dans les escales, trop chaud. Donc bon, bref, ça trop bien. Et au final, Bali, on l'a vachement bien vécu. Malgré la difficulté de déplacement, ça a été le plus difficile au début parce que du coup, tu te déplaces, enfin, tu as vu le trafic, tu vois, d'Indo, enfin, surtout de Bali. Ça a été hyper difficile parce que, en fait, en plus, on avait nos parents, enfin, il y avait les parents de ma femme avec nous. Donc pas simple. Pour se déplacer, on était beaucoup. C'est pas non plus que des gros vans, enfin voilà. Donc voilà. Les contraintes liées au déplacement, ça a été le plus difficile. Après, on l'a mis en porte-bébé à partir du 4e jour, je pense. Elle a plus quitté le porte-bébé. Et franchement, on a eu 0 problème. Et le peuple indonésien est un peuple qui adore les bébés, les enfants et tout. Donc ça, c'était ouf. Et en fait, les gens, ils hallucinaient aussi de nous voir avec elle. Elle avait 2 mois, elle était toute bébé. Et honnêtement, tu sais qu'elle est revenue bronzée et tout. Et la pédiatre, elle nous a dit, vous savez que c'est... En vrai, vous avez pris une des meilleures décisions que vous auriez pu prendre. Ok. Et ça, pareil, ça nous a un peu rassurés parce que pour elle, tu vois, oui, c'était ouf parce que peu de parents font ça, mais c'était pas du tout déconnant. C'était en mode, au contraire, votre bébé, tu vois, elle est trop bien, elle est en hyper bonne santé. Enfin, tu vois, nous, on a eu 0 problème. Elle a pris, je crois, elle a pris 10 cm en genre, 1 mois et demi, tu vois. J'exagère peut-être pas autant, mais genre voilà, tu vois, elle a pas du tout. Ce qui est très important dans les premiers mois d'un bébé, c'est la courbe de poids, la courbe de taille, etc. Sa santé globale, évidemment. Mais bon, elle a continué sur la bonne courbe, voire même, c'était même mieux qu'avant. Donc globalement, ça lui a servi, je pense. Et on continuera. Elle s'en souviendra. Non, je pense pas qu'elle s'en souviendra, mais on continuera dans le temps. Et puis, tu sais, au final, nous, on aura des souvenirs avec elle comme ça aussi. Tu vois. Cool. De toute façon, là, elle se souviendra de rien, donc autant que nous, on en crée. Incroyable. Et on parlait un peu de ça avant, mais comment tu vas éduquer justement ton enfant? Est-ce que tu as un projet Elon Musk, projet Mbappé? C'est quoi un peu avec ton expérience et comment tu veux qu'elle grandisse? Mon expérience. Moi, il y a un truc. Pareil, j'ai un avis un peu... Je me suis fait défoncer sur ça, mais je vais le dire quand même. Moi, j'ai un avis sur... alors, pas sur l'éducation, mais j'ai pas de projet, ni Mbappé, ni projet Elon Musk, ni autre. En fait, déjà, je suis très curieux de la connaître, vraiment, okay. Tu vois. Ça, c'est un vrai truc. Genre, moi, je me demande qui elle va être, en fait. Donc déjà, ça, je vais essayer de savoir ça en premier. Après, si elle a la volonté, jeune, tu vois, d'être une Serena Williams... je crois qu'il va falloir déclencher un projet Williams. Hein. Moi, mais si c'est pas le cas, c'est OK, tu vois. Et après, par contre, et du coup, dans le sens de ça, je pense que c'est hyper important de faire comprendre à ses enfants. Enfin, l'un des rôles des parents, je pense, c'est de t'aider à prendre conscience de ton talent. Je pense qu'on a tous des talents. Tu vois, des talents. Et je pense que notre rôle principal, c'est de les aider à développer à balle ce talent. Et là où je me suis fait défoncer, c'est que je disais, et je le pense toujours, que c'est important de faire comprendre à son enfant, alors ça dépend à quel âge, hein, peut-être pas à 5 ans, mais que son talent est monétisable. Et en fait, pourquoi je dis ça? Ça veut pas dire qu'il faut mettre des stories sur ton enfant et que ça devienne un influenceur. C'est une chaîne YouTube. À 7 ans. Mais tu vois, ton gamin, en vrai, tu vois, des Squeezie, tu vois, qui se créent, des mecs qui... D'une certaine façon, il a compris, il l'a même pas fait parce que c'était monétisable, c'était juste un talent, il a kiffé un truc, tu vois. Un jour, il s'est rendu compte que c'était monétisable, trop bien, c'est devenu Squeezie qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, c'est juste que je pense que quand tu as conscience, en fait, il y a 2 choses qui entrent dans ta vie à l'adolescence. Enfin, à l'adolescence, il y a une chose qui entre dans ta vie, c'est le regard des autres. Et quand tu deviens un adulte, il y a autre chose qui rentre dans ta vie, c'est la monétisation de ta vie, tu vois, globalement. Et en fait, je pense que quand ton enfant a conscience que son talent répond à ces 2 problématiques dans le temps, tu lui donnes un gros avantage dans la vie. Parce que ton talent, tu sais que tu es bon là-dedans, tu te connais, etc. À partir du moment où tu sais qu'il a tu connais la valeur qu'il a. À partir du moment où tu sais le mettre en valeur auprès des autres, tu enlèves le côté négatif de la valeur perçue des autres et du regard des autres. Et à partir du moment où tu sais qu'il a de la valeur financière, tu t'assures d'avoir une roue de secours toute ta vie qui pourra jamais tu sais que tu seras jamais SDF, quoi. Enfin, en tout cas, tu t'enlèves cette possibilité puisque c'est un talent que tu ponces depuis que tu as 10 ans, tu vois. Et tu sais qu'il est monétisable depuis que tu as 10 ans. Donc, globalement, tu l'as tué, ton talent, tu vois. Tu sais que tu es vachement bon. Que tu fasses carrière ou pas là-dedans, enfin, théoriquement, tu fais plutôt logiquement carrière là-dedans. Donc, pour moi, ça te donne un gros avantage dans la vie, tu vois, de connaître, de savoir ça. Après, comment ça va se matérialiser dans le concret?
Je pense que d'abord, il faut trouver ton talent. Et après, le monétiser, bah oui, je dis ça un peu parce que, enfin, tout simplement parce que je le pense, mais je pense qu'il faut savoir le monétiser juste au bon moment. Et mon rôle, ce sera sûrement un moment de lui dire, bah ok, tu vois, t'adores faire du piano, enfin, je sais pas, bah, va dans la gare, fais du piano et pose un gobelet. Alors que, tu vois, d'un autre côté, je ferai tout pour que mes enfants ne manquent de rien. Tu vois, mais je ferai aussi tout, et je pense qu'ils manqueront de rien, tu vois, mais je ferai aussi tout pour qu'ils aient conscience de comment on fait pour gagner de l'argent et qu'ils manquent de rien parce que je m'arrache, tu vois. Et que eux, du coup, s'ils s'arrachent, bah, ils ont moyen de faire un taf où ils vont même pas s'arracher, tu vois, et garder la vie, la même vie, tu vois. Kiffer et garder leur vie en gagnant de l'argent, etc. Parce qu'ils monétisent un talent et pas parce que ils sont dans la rat race, tu vois, de se lever le matin pour faire un taf qu'ils aiment pas et pour rémunérer un mec qu'ils aiment pas, tu vois. Ça, c'est important pour toi. Ah ouais, de ouf. Après, de ouf, tu sais, t'as des métiers après où de toute façon, tu sais, on dit quand t'es entrepreneur, t'es libre, etc. Tu sers tes clients, hein, t'es pas, tu sers juste quelqu'un d'autre en vrai. Oui, t'es libre, mais t'es libre de le faire d'ailleurs parfois, mais tu sers quand même juste une autre, et qui sont parfois même plus difficiles, tu vois, parce que t'as plus de gens. Et tu fais plus d'heures et tu fais plus d'heures. Mais globalement, bien sûr que c'est important. C'est important juste d'être aligné, tu vois, de te dire, parce que bosser pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas un truc problématique pour toi. Pourquoi pas, quand il y a plein de métiers que tu fais. Tu vois, moi, ma femme, elle est dentiste. Son gros truc, enfin, à part si elle monte son cabinet de dentiste, mais si elle veut exceller dans son domaine, vraiment passer, tu vois, genre tous les niveaux, bah, il faut qu'elle bosse avec d'autres cliniques, qu'elle opère, etc. Quand tu opères, tu as des chefs de clinique, donc tu as des boss. Tu vois. Ouais. Si tu veux faire de la recherche, bah, tu as des maîtres de. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, des maîtres de recherche, des trucs comme ça, où tu vois, ton truc, il est commandé par des gens. Donc, d'une certaine façon, tu as toujours un boss. La question, c'est plus à quel point est-ce que tu es aligné avec ce que tu fais et quelle mission tu sers encore. Tu vois. Pour les gamins, c'est important, je pense, de comprendre. Moi, on m'a pas aidé, tu vois, à comprendre vraiment là où j'étais bon. D'ailleurs, je te disais tout à l'heure, je pense que je suis bon dans tout, excellent dans rien. Mais ça, typiquement, ça n'existe pas, ça. On te dit jamais, tu peux être bon dans plein de trucs, tu vois, mais excellent dans rien. Comment elle s'appelle ? Sacha. Sacha. Je vais te donner une consigne. Et, tu vas pouvoir parler à Sacha, mais quand elle aura 15 ans. Ok. Donc, tu vas pouvoir regarder la caméra qui est là. Waouh. Et lui adresser un message. Lui adresser un message. Laisse-moi bien réfléchir que je dise pas des bêtises. Coucou Sacha. Waouh. Tu as bien grandi. Je pense que le message le plus important, c'est sois toi-même. Prends conscience de ce que tu aimes profondément. Ne te bats jamais pour l'argent. Il viendra tout seul. Fais juste en sorte de faire un taf que tu kiffes. Et en fait, tu auras tout coché dans la vie. Les gens t'aimeront pour ce que tu es. Tu gagneras ta vie à la hauteur de l'énergie que tu mets dedans. Et surtout, c'est la meilleure manière de trouver le bonheur, c'est juste d'être toi-même, de pas te prendre la tête, de faire en sorte de t'aligner, et de lâcher prise. Bisous. C'est beau. Ouais, avec un petit clin d'œil. J'ai hâte que tu m'envoies un message WhatsApp quand on va pouvoir regarder ça dans 15 ans. De ouf. Ça serait hyper marrant. J'espère qu'elle va dire papa, t'es bizarre. T'avais tous tes cheveux. Ouais, t'étais jeune, ouais, de ouf. T'avais pas encore ta calvitie. De ouf. Je voulais rebondir sur un dernier sujet. Il nous reste une dizaine de minutes. Bon, j'avais encore d'autres sujets, mais bon. Peut-être un épisode 2 dans le futur. Avec plaisir. On avait discuté ensemble. Et je sais que beaucoup de femmes, justement, dans ce rapport-là d'avoir un enfant, n'acceptent pas d'avoir un enfant avant d'être sécurisé, c'est-à-dire d'avoir justement la bague au doigt et d'être marié. Ouais. Toi, tu l'as fait avant. Est-ce que c'était voulu et comment t'as géré cette situation, sachant que la femme est quand même un être humain assez émotif et donc est axé autour de ces valeurs-là. Je le dis par connaissance de cause également. Donc ouais, c'est un sujet assez tabou. Je suis globalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pense que c'est l'avis de 95% des femmes que je connais, en tout cas. Après, j'en connais qui pensent pas comme ça non plus, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très rare. Hein. Il y en a, enfin, j'en connais moins, moi, personnellement. Après, comment moi j'ai géré ça ? Alors oui, on l'a eu avant. Est-ce que c'était voulu ? C'était pas voulu ? C'est-à-dire qu'on n'avait pas dit on va avoir un enfant avant de se marier ou autre. Marion, elle est tombée enceinte. En fait, nous, à un moment, on s'est dit toute notre relation repose sur le fait de pas se prendre la tête et d'être dans le move. Tu vois. Nous, en gros, quand on s'est mis ensemble, on s'est dit go, with the flow. Et c'est tout. On a tout fusionné. Et tes problèmes, c'est mes problèmes. Quand je dis tout, c'est tout. Hein, toutes nos ressources, quoi que ce soit, on a tout fusionné. Tous nos biens, tout. Et on s'est dit, à partir d'aujourd'hui, on est ensemble.
tout ce qu'on construit, c'est ensemble. On s'est construit tout seul, on est satisfait de ce qu'on a fait jour J. Maintenant, on va tout construire ensemble. Et peu importe ce qui se passera, ça se passera ensemble. Et donc voilà. Après, ça a fait que pour diverses raisons, il n'y avait pas de protection, etc. Donc bref, elle est tombée enceinte. Elle avait ce sujet au tout début. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que c'est vrai. Elle avait ce sujet de moi, je veux me marier avant, etc. Et au final, quand c'est arrivé, on s'est posé la question quand même, tu vois. Juste, en fait, elle m'a posé la question et moi, je lui ai répondu. La réalité, c'est que c'est à toi qu'il faut poser la question parce que tu vois, c'est ton choix, en fait. Entièrement pas le mien. Mais bien sûr que je vais y réfléchir parce que j'ai une part de décision une fois que toi, tu as pris la tienne, en vrai, selon moi. Et donc, du coup, on s'est laissé un temps. On s'est dit, on va se laisser une semaine. Et au final, au bout de 2 jours, je pense, même pas, je crois que le lendemain, on s'est dit, OK, let's go. Mais en fait, le sujet par rapport au mariage est venu plus du fait que Marion, c'est une femme très indépendante, déjà, qui s'est construite de manière indépendante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout besoin de moi à l'origine. Elle a pas, je pense qu'elle a besoin de sécurité, mais pas profondément dans le sens où elle sait que je pense que ce qui l'a beaucoup rassurée quand elle est tombée enceinte et qu'on a dit OK, c'était aussi le fait qu'on s'est créé de l'argent mutuellement, l'un comme l'autre, tu vois. Donc elle n'a pas besoin de moi parce que même si demain je disparais, elle saura rebondir, elle a un taf, tu vois, elle fait un taf où elle n'a pas du tout besoin d'argent, tu vois, elle gagne très très bien sa vie. Et ça, déjà, d'une certaine façon, ça coche ta case. Après, il y a au-delà de la sécurité financière, effectivement, tu as la sécurité de la stabilité. C'est peut-être plus ça, tu vois, le côté émotif. Et je vais y arriver. La sécurité de la stabilité, je pense que c'est plus venu du fait de notre relation. C'est pour ça que je t'expliquais l'amont. C'est qu'en fait, la sécurité, dès le début, tu sais, quand tu es avec quelqu'un et qu'en fait, on casse toutes les barrières qui pourraient être des barrières de friction, genre l'argent, les biens, les machins. Nous, on a 0 sujet d'argent. On a des sujets d'argent aujourd'hui sur des virements, des machins, des trucs, mais on n'a jamais le truc de oui, non, mais moi, j'ai payé les courses la semaine dernière. Ouais. On n'a jamais ça. Les problèmes futiles, quoi. Exactement. Du quotidien. Ce qui fait, et on n'a jamais, et même des trucs, tu sais, un peu induits où quand tu gagnes mieux ta vie, tu peux payer plus de trucs, et puis au bout d'un moment, tu dis rien parce que tu t'en fous, tu vois. Mais au bout d'un moment où toi, tu te rends compte qu'en fait, ton budget te permet pas de mettre tes 3 000 € de crypto que tu voulais mettre, exemple, tu vois. Tu sais, c'est des espèces de petites frictions inconscientes qui se passent dans les couples. Moi, j'ai eu des couples comme ça. Et ça, je pense que c'est moi qui l'ai apporté dans notre couple. Faudra lui demander, mais si j'ai de bons souvenirs, c'est plutôt moi qui l'ai apporté. Un commentaire, Marion, si t'es encore là. On lui demandera de mettre un petit commentaire sur la vidéo. Mais ça, je pense que ça a été un smart move parce que ça nous a enlevé toutes les frictions et ça nous a mutuellement sécurisé sur si je suis là, c'est pour la vie, tu vois. Je suis là. Et le jour où je serai plus là, c'est parce qu'on aura pris la décision commune de plus être ensemble. Tu vois. Donc en vrai, ne se posons pas la question parce que plus on va se la poser, plus ça va arriver vite. Tu vois. Et donc globalement, le fait d'avoir fait all-in, c'est quand même une preuve, tu vois, de confiance mutuelle. Ouais. Et d'envie de stabilité et tout. Donc voilà, on s'est jamais trop posé la question. Après, t'inquiète, maintenant, elle me le fait bien comprendre. Il y a un pressing. T'inquiète que là, ouais, elle est sur mes côtes, tu vois, à fond. Mais elle a raison, parce que sa fille, tu vois, elle porte pas son nom, du coup. Et je pense que justement, elle a ce côté, je veux, tu vois, genre... En fait, Marion, je pense que c'est plus une question de je veux fonder une famille. Je veux avoir une famille avec la structure familiale telle que la société l'entend. Et c'est OK. Tu vois, genre, c'est une case à cocher, c'est très OK. C'est plus une question de moi, je veux pas me marier juste pour me marier parce qu'on a un enfant et que ça y est, il faut qu'elle porte mon nom, tu vois. Okay. Et pour faire les choses, et même si c'est un argument, enfin, c'est une des métriques importantes, mais globalement, ça sera fait dans la continuité de notre relation, tu vois, dans un truc hyper incroyable parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vécu ensemble a été hyper incroyable. Je veux pas passer un truc juste parce que fallait cocher la case. Ouais, je comprends. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas bridé dans la suite de l'évolution de votre couple du tout pour pas précipiter ça. Ouais. Du tout parce que ça aurait été une frustration quand même. Tu vois, genre se dire parce que de toute façon une fois que c'est fait. Tu vois, une fois qu'elle est enceinte, elle est enceinte. Premièrement, et puis je trouve que ça aurait été une frustration. Après, je suis pas une femme, je peux pas savoir. Tu vois comment une femme elle prend le truc, mais je pense pas qu'un avortement ce soit hyper. Je pense pas que c'est fun, non. Ouais, je pense pas que ce soit fun, notamment surtout. Et je trouve que c'est une vraie raison de merde de se dire je vais avorter parce que je suis pas marié. Tu vois. Je trouve que c'est vraiment une raison éclatée parce que, en fait, la meilleure manière de créer des choses dans le temps qui s'ancrent, c'est de pas mettre de la friction dans les échanges, dans le temps. Si ça s'est fait comme ça s'est fait comme ça. Tu vois, pourquoi mettre. C'est pas grave, tu vois, t'auras le temps de te marier et puis ton enfant sera présent potentiellement. D'ailleurs, sûr. Et t'as pas peur de pas être prêt, en fait? À me marier? Non, à avoir un enfant. Parce que tu dis, OK, on l'a accepté, on y va. Ouais. Mais il y a ce côté, oui,
il y en a qui veulent se marier avant, mais moi, j'ai le sentiment, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas prêt. Ouais. Tu vois, si ça m'arrivait demain, je dirais non, je suis pas prêt. Tu peux pas être prêt à avoir un enfant de toute façon. Genre, en fait, tu peux pas être prêt. C'est en fait, quand tu considères que t'es pas prêt, c'est juste que tu sens que t'es pas prêt à mettre de l'énergie dans quelqu'un d'autre que toi, en gros. Tu vois. Ok. Mais, enfin, je pense, hein. En tout cas, moi, je le percevais comme ça quand je pensais ne pas être prêt. Après, je pense que là, en fait, honnêtement, quand Marion est tombée enceinte, ma question, c'était pas, honnêtement, quand ta femme elle est enceinte, ta question, c'est même pas, enfin, je pense qu'il y a des parents, en tout cas, moi, je me suis pas posé cette question. Moi, je me suis dit, est-ce que je suis prêt à mettre plus d'énergie auprès de ma femme, en fait. Tu vois. Et parce que ma fille, elle découle, tu vois, ça découle de ma femme. Si je mets plus de. En fait, c'est une question de famille. Est-ce que tu as envie de mettre plus d'énergie dans ta famille? Si tu mets plus d'énergie Après, quand tu mets plus d'énergie dans ta famille, de toute façon, être père, tu peux pas être prêt à être père. Tu vois, moi, il y a des gens qui m'ont dit oui, dès qu'elle va naître, ça va être la révélation de ta vie. Ben, c'est faux. Pas du tout été la révélation de ma vie. Tu vois, moi, tout de suite, je me suis pas dit, waouh, j'ai un lien de fou, etc. Pas du tout. Au contraire, tu vois, le lien, après, c'est très personnel, mais moi, le lien, il s'est créé avec le temps, quand elle a commencé à interagir avec moi. Ou, tu vois, ça faisait 1 mois et demi, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ma fille. Tu vois. Ce truc-là qui traîne depuis 1 mois et demi. Ouais, non, mais je force, mais d'ailleurs, du coup, vu qu'elle verra ça, je suis désolé. Mais globalement, non, mais c'est plus que, tu vois, moi, j'ai pas eu ce truc de, waouh, c'est la révélation de ma vie. Pour autant, aujourd'hui, ouais, tu vois, genre, je comprends que, waouh, c'est ouf, tu vois. C'est moi, quoi. Enfin, c'est un morceau de moi. Mais le truc, c'est que moi, je me suis plus dit, est-ce que tu es prêt à juste partager ta vie, tu vois, avec cette autre personne qui est donc ta femme, et mettre au milieu, tu vois, un petit bout, tu vois, qui va courir et avec qui tu vas devoir faire des trucs en commun. Mais le choix, c'est plus de... Je pense que c'est grave important de garder ton couple en ligne de mire, tu vois. Pas saccager ton couple, ouais. Dans l'enfant, même dans l'enfant, et que l'enfant ne devienne pas une source de concentration trop importante, parce qu'en fait, t'es son modèle. T'es son modèle de père, mais t'es aussi son modèle de mari. Au-delà de mari, pour rester inclusif, tu vois, de compagnon, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est globalement important, je pense. Et je pense pas tu vois, je comprends que tu dises que tu sois pas prêt, mais tu sais, si ça t'arrive demain, ça viendra juste avec, tu vois. C'est comme ça, tu vois. C'est comme demain, ça arrive, ça viendra avec, et tu seras sûrement un père hyper cool parce que t'as le process intellectuel pour te dire, ok, bon, ben, ok, go, tu vois. Donc maintenant, c'est quoi, comment Faut je vais faire pas qu'elle regarde ça, ma copine. Non, mais c'est clair. En plus, toi, t'es curieux, tu vois, t'es plutôt quelqu'un de curieux, etc. T'es du genre à diguer le truc. Moi, je te vois trop. Moi, mais je vais prendre des formations, je vais prendre des livres, je vais trouver des process. Je te vois trop dire, bon, ok, alors à la naissance, process, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, non, mais tu vois, après, c'est un truc, ça vient tout seul. Et je pense qu'il faut justement ne pas se prendre la tête, tu vois. Typiquement, moi, j'ai pas du tout. Pourtant, je suis un mec des process, tu vois. Ouais. J'ai pas du tout préparé rien. J'ai pas lu un livre. Marion, elle a lu des livres. Moi, j'ai rien lu. Et je me suis dit, il faut que ce soit moi. Tu vois, go with the flow. Plus possible moi, avec ce qui va venir, comment elle va réagir, etc. Et tu vois, on a une fille hyper calme. Bah, de toute façon, tu l'as vue, tu vois, donc tu vois. Et je pense que c'est lié à ça. Tu vois, genre, je suis convaincu que c'est lié aux énergies, à nos énergies, à nous. Alors, je dis pas que, tu vois, des exemples, pas du tout, mais je pense que tes énergies à toi en perso et les énergies en tant que couple sont hyper importantes. Et justement, quand tu stresses de fou parce que tu vois, t'es pas prêt, t'es pas machin. J'ai un pote là, dont la femme est tombée enceinte, à qui il a dit, ouais, trop bien, etc. Derrière, elle nous a appelé, il nous a dit, mais mec, c'est la panique, je vais mourir là. Je sais pas quoi faire. Tu vois. Et tu vois, déjà, pourquoi? Dis-lui si tu stresses, tu vois. S'il y a bien quelqu'un avec qui tu dois partager ton truc, c'est elle, tu vois. Ton stress et tout. Et au final, ce que ça donne, c'est pas un mauvais père, pas du tout, mais ce que ça donne, c'est que c'est un mec qui est avec tellement de stress que ça reste. Ça va se... Ça reste, tu vois, le stress. Bah, sujet super intéressant. Merci pour... pourrait parler pendant 10 ans. Pour tout ça. Avant de finir, qu'est-ce que tu me recommanderais dans ton réseau pour avoir une conversation aussi authentique qu'on vient d'avoir pour un prochain épisode? En vrai, comme ça, moi, je te dirais Marion Carnero. Ok. Parce que tu vas adorer le mood, je pense. Et parce que méga authentique, etc. Et que ça lui fera un super exercice. Elle kifferait. Ok. Nice. Vous connaissez? J'ai eu une mise en relation hier de la part de Paname. Ah bah trop drôle. Pour il lançait un outil, je sais pas quoi. Pour le côté, justement, sur le côté authentique, à fond. Ok. Nice. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à lâcher prise. À t'envoler. Ouais. Non, ouais, mais ça, et puis ouais, que Hypergrowth atteigne un peu sa mission. Tu vois, qu'on ait la mission la plus vaste possible et qu'on réussisse, tu vois, à faire ce qu'on veut faire. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu veux mettre en avant? LinkedIn.
Et puis Insta, LinkedIn, Insta, YouTube, Kylian Palermo, Insta, Kylian PM et LinkedIn, Kylian Palermo. Ok, on mettra ça dans la description. Bah, merci beaucoup pour cet échange et Merci à toi. à très vite. À très vite.